Bonjour Stéphanie, Bonjour Annabelle. je Mmh. suis extrêmement contente de vous accueillir sur le podcast Monde Invisible. C'est pour moi un moment d'émotion, je dois le dire, parce que j'ai lu votre livre et il m'a énormément inspirée, il m'a aussi donné matière à réfléchir et c'est pour ça que je voulais vous inviter aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche beaucoup. Monde invisible, voix invisible, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Oui, c'est vrai. Donc, je vais vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et puis ensuite on va commencer, cette interview fascinante, je le sais d'avance. Donc, Stéphanie Peel est historienne et chercheuse. Elle est spécialisée dans l'histoire des femmes et des pratiques spirituelles. Elle a consacré ses travaux à redonner vie à des figures oubliées et marginalisées, notamment celles des femmes médiums du 19e siècle. Et son livre, Les Voix invisibles, donc qui vient de sortir chez Éditions Magicité il y a seulement quelques jours, hein, enfin Oui, semaines, c'est ça, le 6 mai, donc le on est, 6 mai. voilà, c'est assez récent. Ouais, met, en lumière ces femmes qui, à travers l'écriture spirite et la médiumnité, ont trouvé des voies d'émancipation et de reconnaissance, tout en révélant aussi les tensions entre pouvoir, spiritualité et féminité. Donc, Stéphanie Peel, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a mené à consacrer votre livre Les Voix invisibles à ces femmes médiums oubliées et aussi qu'est-ce qui vous a touché et intrigué dans ces trajectoires justement marginalisées? C'est une longue histoire, comme c'est souvent un peu le cas. Donc, moi, je suis historienne de la littérature, en fait, donc j'ai étudié donc la littérature, à l'ULB, donc c'est l'université libre de Bruxelles. Et en fait, à l'époque, quand j'avais dû faire un travail de fin d'études, je m'étais intéressée, il y avait un cours sur Victor Hugo, donc très classique, grand pontife de la littérature, et je m'étais intéressée à l'époque à Victor Hugo et les tables tournantes qu'il aurait fait tourner à Guernesey lors de son exil. Et effectivement, il aurait communiqué avec sa fille morte, Léopoldine, et comment ça avait pu influencer ou pas son écriture et sa littérature. Ça a été un premier point d'ancrage, on va dire, par les grands canons euh, littéraires à l'époque. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que dans ma famille, il y a toujours eu cet attrait pour tout ce qui est au-delà, métapsychique, etc. Moi, ça m'a toujours intéressée. J'étais fan de tout ce qui était égyptologie et les dieux antiques. Donc, en fait, c'était un petit peu dans la continuité de tout ça. Et donc, quand j'ai dû faire un travail de fin d'études, j'ai décidé de consacrer mon mémoire à l'époque sur la littérature et le spiritisme. Donc, les liens qu'il y a pu y avoir entre quelque chose qui paraît pas si évident et déjà à l'époque, j'avais vraiment remarqué qu'il y avait une incidence extrêmement importante et intéressante sur le statut des femmes. Autant au sein de ces courants, il y avait énormément de femmes, autant dans les adeptes que justement dans les praticiennes. Donc les médiums étaient vraiment en plus grande majorité des femmes issues de conditions un petit peu diverses. Et donc ça m'avait déjà assez marqué. Donc j'avais fait mon mémoire, c'était en 2012, donc ça remonte. Et puis, bah, j'ai continué ma vie, j'ai travaillé à l'opéra aussi pendant presque 6 ans, on en parlait un peu. Et puis, en fait, cette recherche m'a hantée, vraiment, littéralement. Ces femmes sont un peu revenues et j'ai vraiment décidé d'entamer une recherche qu'on appelle sur fonds propres. Donc, c'est un euphémisme universitaire pour dire qu'on n'est pas financé. Donc, à quel point vraiment c'est pour l'amour de l'art et de la passion. Mais vraiment, c'était extrêmement important pour moi de revenir bah, aux racines en fait de notre spiritualité aujourd'hui. C'est quelque chose qui a aussi une place dans ma vie, mais je me rendais compte qu'on manquait d'histoire, de historicité, qu'on avait tendance à vouloir tout mélanger dans un grand syncrétisme un petit peu à la sauce, un petit peu le karma avec les vols tibétains, avec plein de choses. Donc c'était quelque part quelque chose qui avait perdu de son essence. Et donc, je trouvais ça important de revenir à la source. Et quand je disais venir à la source, c'est venir aussi aux paroles des femmes. Effectivement, c'est le début du livre, mais c'est assez important et assez intéressant de se dire que maintenant, l'histoire de tout ce qui est ésotérisme, ce qu'on appelle ésotérisme ou occultisme, donc c'est un peu des faux jumeaux, donc on utilise l'un et l'autre, mais en fait, c'est assez compliqué quand on s'y intéresse de vraiment beaucoup plus près. Mais c'est vraiment cette question-là qui devient une discipline à part entière dans le milieu académique, et c'est toujours raconté du point de vue des hommes. Quand on parle justement d'occultisme, ce qui vient à l'esprit, c'est des grands noms comme Péladan, comme Papus, comme Kardec, comme Churet, enfin bref, il y a énormément de noms d'hommes qui émergent,
mais finalement, les femmes sont les grandes absentes, alors que c'est ce que j'ai essayé de prouver, d'essayer de montrer un petit peu dans ma recherche et ici dans mon livre, qui est juste un petit aperçu en fait de ma recherche. Les femmes ont été justement les grandes absentes, mais en fait les grandes actives de ces courants, elles ont contribué à leur émergence, elles ont contribué à en faire ces courants tels qu'on les connaît aujourd'hui, et elles ont été effacées, et on peut même dire occultées, de manière parfois peut-être inconsciente, ou alors de manière complètement voulue. Et donc c'est un petit peu ça qui a été vraiment mon élan pour continuer cette recherche. Et donc je m'intéresse à des courants comme le spiritisme, c'est la partie du livre donc, que j'ai publié, mais aussi des courants postérieurs comme la théosophie, tout ce qui est occultisme fin, fin de siècle, pour voir vraiment la place des femmes dans ces courants et comment de l'ombre et des marges, en fait, elles ont pu tenter d'exister, d'avoir une voix, alors qu'effectivement, c'était pas si évident à l'époque, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est que le 19e siècle était très dur par rapport aux femmes et aux droits des femmes, et comment est-ce qu'elles ont pu, au sein de, justement, ces courants marginal et en fait, les figures de l'ombre, trouver un moyen d'exister et de pouvoir s'exprimer beaucoup plus librement à une époque où c'était quasiment impossible. Justement, en parlant de ces enjeux d'émancipation et des femmes médiums, dans la page 72, vous dites: «En exploitant l'ambivalence de leur position, certaines femmes ont ainsi su tirer profit de leur marginalité, embrassant pleinement l'exceptionnalité de leurs conditions pour transcender les barrières sociales». Donc vous montrez combien ces femmes médiums ont su investir la médiumnité comme un espace de parole et d'émancipation, à une époque où les droits des femmes étaient limités, Oui. clairement. Donc selon vous, est-ce qu'elles ont choisi cet espace? Donc ça, c'est la grande question parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui, on va dire, suggéraient ça, mais pour moi, c'est une interprétation de ce que vous avez écrit, hein. Mais pour vous, est-ce qu'elles ont choisi cet espace par volonté d'émancipation sociale et intellectuelle ou plutôt par, une véritable mission spirituelle? Ouais, c'est un peu le cœur et la grande question de savoir si c'est une stratégie ou si c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la mission. J'avoue que d'un point de vue, vraiment de la recherche de l'histoire, j'aime bien ne pas avoir à trancher là-dessus. Ce que j'aime bien dire, en fait, c'est qu'effectivement, ce qui m'intéresse moins, c'est savoir est-ce que c'est vrai, mais plutôt qu'est-ce que ça fait? C'est un fait social. Ce qui est certain, c'est que ces croyances, les pratiques que ça a amenées, toute la doctrine qu'elles représentent, ont été des espaces paradoxaux. C'est ce que j'essaie de montrer aussi. C'est pas si évident et c'est pas la franche libération des femmes, mais ont été des espaces en fait d'expression assez, oui, vraiment marginaux et vraiment pas si évidents. Et je pense que ces femmes étaient sincères. Je pense qu'on pourrait se dire que c'est une stratégie. On peut le voir en fait comme on a envie de le voir. Je pense qu'effectivement, j'ai pas envie de me dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à mon avis, de trancher là-dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a eu une incidence sur leur vie, ça a eu une incidence sur leur parcours, ça a eu une incidence sur la manière dont elles ont voulu créer, comment elles ont voulu se montrer au monde. Et je pense que c'est cet aspect-là qui me paraît plus intéressant que vraiment ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'elles représentent ce qu'elles croient profondément et comment ça a changé leur vie. Ce qui est intéressant, il y a une des autrices que j'étudie qui, dans un de ses romans, dit bah voilà, interroger la mort, en fait, c'est interroger la vie. En fait, assez paradoxalement, quand on s'intéresse à toutes ces questions de l'après-vie, de la réincarnation, de la mort, en fait, on change vraiment de manière hyper fondamentale notre manière de voir le monde, de voir la manière dont on vit, tout ce qui est inégalité sociale, mais pas que. Et donc, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est qu'en fait, grâce à leurs croyances et comment est-ce qu'elles ont investi ça, ça a permis de changer, d'avoir une sorte on va dire, nouvelle vision de leurs conditions, en fait. Parce que alors, je pense que c'est ça aussi, c'est que la condition des femmes, telle qu'on la connaît maintenant, c'est une chose, mais à l'époque, on pouvait ne pas être consciente de notre enfin, des côtés inférieurs en fait. On était vraiment pris dans un rôle que la société nous disait. La bonne chose, c'était être mère, c'était peut-être le seul destin possible en fait. Via le mariage, via la maternité, il n'y avait pas beaucoup de champs et de voies autres possibles. Et c'était pas forcément questionné comme ça peut l'être maintenant. Et donc je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces croyances ont permis d'apporter un regard nouveau en fait sur ces statuts et d'avoir une prise de conscience à une époque où en fait le féminisme commençait seulement à avoir quelques ferments et en fait c'était assez mince comme voie d'émancipation. Donc ça a permis
de changer de regard sur quelque chose. C'est ça qui m'intéresse plus que le reste. Je montre le livre quand même parce que je ne l'ai pas montré, voilà, et vu que je sais qu'il sera vu, un très, très beau livre, par nos auditeurs et auditrices qui regarderont, sur YouTube. C'est vrai que ce qui, frappe quand on le lit, c'est, les comptes rendus, en tout cas des passages de comptes rendus de séances spirites où, justement les esprits invitent à prendre du recul sur, la condition de genre et les rôles, en fait, sociaux déterminés pour les femmes, les hommes, Mmh. et invoquent, en fait, aussi aux hommes de revoir leur vision, leur posture, vis-à-vis des femmes, qui sont leurs égales, et c'est vrai que c'est extrêmement avant-gardiste. Donc lié à ces témoignages et puis à ces, comptes rendus, est-ce qu'on pourrait dire, parce que c'est ça qui m'a frappé, alors vous le dites pas clairement dans le livre, mais quand on voit en fait l'émergence, du spiritisme, on va voir que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y avait des femmes qui parlaient aux morts avant, Oui, bien sûr. l'avènement du spiritisme. Mais je veux dire, le la doctrine spirit spécifiquement, on voit en fait que ça vient mettre en avant cette libération des femmes, et ça se corrèle quelque part à la première vague du féminisme, et moi tout de suite j'ai fait le lien parce que je me dis: «Ah bah, c'est plus ou moins durant une période similaire», et j'ai même l'impression que ça précède un peu le mouvement des suffragettes. Donc c'est pas seulement, enfin, ça c'est mon interprétation, donc vous allez me le dire, mais j'ai l'impression que les témoignages, des séances spirites et les messages délivrés par les esprits, hem, on va dire, sont un tout petit peu antérieurs à au mouvement des suffragettes et à la lutte de ces droits-là. Beh, c'est ce que j'ai essayé un petit peu d'expliquer, ce que j'aime bien voir ça, enfin, c'est un petit peu une punchline, mais je trouve ça intéressant. Pour moi, j'aime bien voir un peu ce que j'appelle les racines magiques du féminisme. On pourrait le voir comme ça. Maintenant, je mets beaucoup dans le livre, ces féminismes entre guillemets, beaucoup, parce qu'on peut pas appeler ça un féminisme tel, qu'on l'entend aujourd'hui et tel que même les féministes de l'époque se revendiquaient. Il faut savoir qu'effectivement les spirites, donc il y a une différenciation, mais effectivement les spirites au sens vraiment, de la doctrine de Kardec se revendiquaient pour une plus grande liberté des femmes. Ils sont positionnés aussi sur le droit de vote. Il y a le commentateur de Kardec qui est la, la, la mairie qui disait justement que pour qu'il soit universel, il faut que le vote en fait soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et de nouveau, il y avait des limites. C'est vraiment, comme j'ai dit, vraiment une émancipation paradoxale. Les spirites et les spirites femmes aussi étaient assez critiques face à leurs consorts féministes en disant que c'était du militantisme, que c'était violent, que c'était aller dans la rue, que c'était vouloir renverser l'ordre établi, avoir une inversion des rôles. En fait, on sent cette peur très très forte à l'époque qui vraiment arrive, qui est cette impression qu'en fait les femmes vont se viriliser, vouloir en fait la place des hommes, et qu'en fait il va y avoir une confusion dans la société, qu'on ne saura plus qui doit faire quoi. Et je le rappelle quand même, effectivement, le spiritisme, en tout cas de Kardec, était très fort empreint de la doxa religieuse de l'époque et sociale. Et en fait, même si Kardec dit oui, on peut se réincarner aussi bien en homme qu'en femme, les esprits, une fois qu'ils sont incarnés dans un corps, ils sont vraiment euh, tributaires des attributions que Kardec attribue au corps. Et c'est-à-dire qu'il dit, voilà, le corps des femmes c'est un corps doux qui est fait pour la maternité, qui est fait pour ça. Et donc, en fait, on revient dans une forme de justification des rôles genrés, en fait, via le spiritisme. Donc, on a une ouverture et en même temps une fermeture à l'époque. Et donc, ça serait un peu trop fort de se dire que le spiritisme a amené le courant féministe. C'était effectivement concomitant et ils avaient des enjeux qui étaient les mêmes pour plein de points, mais pour d'autres, en fait, ils étaient assez opposés et donc c'était assez mal vu d'avoir cette vision un peu militante. Et eux, enfin, et les femmes spirites dans leur discours prônent plutôt justement une sorte de bataille spirituelle plus que dans la rue, en fait, en disant finalement c'est plutôt un rapport de complémentarité. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'elles défendent vraiment l'idée que les hommes sont du côté de la force physique et les femmes sont du côté de la force psychique, et que c'est quelque chose qui n'a pas été valorisé par la société, mais qui, au sein de ce courant, est valorisé, et qu'en fait, cette complémentarité de rôle, de polarité, en fait, qui permet d'arriver à une humanité intégrale et dépasser ce qu'elle nomme vraiment l'époque
heu, décadente, capitaliste et en fait, finalement, dont on n'est jamais vraiment, sorti, actuellement. Donc c'est intéressant, elle prône vraiment que l'humanité sera sauvée par une sorte de messie au féminin, donc il y a vraiment ce retour de la féminité très fort qu'on revoit très, très fort actuellement avec tout ce qui est féminin sacré. Ça vient pas de nulle part, donc de nouveau, c'est intéressant de voir tous les ponts qu'on peut faire entre cette époque-là et l'époque qu'on vit, aujourd'hui. Mais vraiment, elle prône plutôt une complémentarité et c'est dans le spirituel, dans ce qu'on a compris comme mission et finalement dans tout ce qui est après-vie que les choses vont pouvoir être réglées. Elle pense qu'un temps nouveau va arriver. Est-ce que les prophéties qu'elles ont annoncées se sont vraiment réalisées? C'est la vraie question. On peut essayer de voir a posteriori, mais c'est pas si évident. Mais elles étaient vraiment beaucoup moins vindicatives et c'était plus un féminisme en demi-teinte qui était quand même fort lié à cette doxa à la fois religieuse, à la fois sociale et donc qui se voulait plutôt sur un terrain plus spirituel en tout cas, c'est certain. C'est vrai que, vu que le livre, il y a cette, prise de recul temporelle, on a, un peu une genèse, enfin, on a un état des lieux global, c'est vrai qu'on peut vite aller aux conclusions et se dire: «Elle savait qu'en étant spirit, elle pourrait s'affranchir, Ouais, s'émanciper et c'était une porte de sortie un peu à leurs conditions». Mais en fait, ça, c'est parce qu'on voit aussi l'évolution du mouvement, dans votre livre, alors que quand on est au balbutiement et vous le dites aussi, il y a le risque d'être prise et c'était typiquement l'époque de l'hystérie, les femmes étaient dès qu'elles sortaient du rang, elles étaient enfermées en ouais. hôpital psychiatrique dans des conditions affreuses où elles pouvaient y mourir. Donc il Mmh. y avait aussi quand même une énorme, oui, à mon sens, prise de risque Ouais, d'exister socialement en tant que telle. ouais. Après, on voit qu'en fait, il y a eu un essor, il y a eu un succès lié à ça et ça, on va en parler, qui leur a permis même de parler ou de trouver des voies, VOIX, pour parler d'autres sujets même que Mmh. leur spiritualité et donc d'exister, médiatiquement, j'ai envie de dire, et ce qui était assez inédit aussi. Mais Mmh. voilà, c'est intéressant de voir, comment est-ce que, finalement, moi, à mon sens, quand j'ai lu votre livre, j'ai l'impression qu'il y a une vraie mission spirituelle. Je me suis pas dit, hem qu'elles étaient, dans cette, dynamique de trouver un bon plan, si je dois vraiment le vulgariser, en se disant: «Il y a quelque chose à faire ici», parce qu'il y a Bah, un poids social à faire ouais, ces métiers-là et accessoirement encore aujourd'hui. oui, Donc voilà, on n'est pas non plus dans des, je pense dans des métiers qui sont valorisants socialement. Donc ça, on le perçoit, hein, quand même dans votre livre. Mais lié pour rebondir sur ce que vous disiez, avec, Kardec, dans votre livre, vous soulignez donc l'ambivalence d'Alan Kardec et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a des comptes rendus de séances qui nous disent, voilà, il faut revoir la place des femmes, mais en même temps, effectivement, il y a la doxa religieuse, donc qui est chrétienne, catholique, oui, et on a aussi le Kardec, Alan Kardec, qui est tout puissant, voilà et qui, on va dire, va gérer ces femmes qui travaillent à son service. Donc on voit qu'il est à la fois promoteur du spiritisme, mais on voit, et c'est ça qui est encore plus, incroyable, effaceur des femmes qui l'ont incarné et ça même dès le départ en fait, hein, dès l'avènement du spiritisme. Donc là, je vais vous citer, on voit dans la page, 60, vous dites: «Même si Kardec rappelle volontiers que les esprits sont les seuls auteurs de ces textes, les noms des médiums qui l'ont aidé dans son entreprise ont été sciemment effacés». Et vous poursuivez, page 61, Kardec fit donc appel à cette somnambule professionnelle, Ruth Céline Jaffé, pour répondre à ces questions. De fait, les communications obtenues par son intermédiaire offraient une certaine constance dans le ton et le contenu. Donc, il va vraiment s'appuyer sur Ruth Céline Jaffé, qui était somnambule. Alors, juste pour recontextualiser pour nos auditeurs, auditrices, avant que le mot spirit ne s'impose, c'est le terme somnambule magnétique qui était utilisé. Donc, ça désignait celles et ceux capables de dialoguer avec l'au-delà dans un état de sommeil induit. On peut même, enfin, c'est vraiment dans la mouvance de Mesmer. Ça date de 1785, si je, oui, donc oui, c'est c'est ça. pré-révolution française. On a fini même ce mouvement-là au début de l'hypnose, même si c'était pas aujourd'hui, enfin voilà, même si c'était pas en tant que tel de l'hypnose, hein, ça c'est un concept récent. Mais Ruth Céline Jaffé est héritière de cette tradition des somnambules. Elle a été formée à ces pratiques et elle a été sollicitée par Kardec, donc qui était jeune, hein, parce qu'elle c'était quand même Oui,
une femme très expérimentée et Kardec, c'était un jeune chercheur, enfin, c'était quelqu'un. Oui, enfin, il était encore au tout début de sa carrière de tout ce qui était enseignant et en fait, il était convié à ce qu'on appelait vraiment les séances de table tournante. Donc avant, le spiritisme, tel que Kardec l'a théorisé, on appelait ça vraiment les tables tournantes et donc il Mmh. avait été invité par des amis à des séances comme on faisait un petit peu à l'époque. C'était vraiment une, distraction de salon, quoi. On y C'était allait un comme on va divertissement c'est ça, comme on va au cinéma ou comme on joue à Time's Up aujourd'hui, quoi. et on voit, donc vous l'expliquez dans le livre, qui va lui demander des comptes rendus de séance, mais qui va aussi orchestrer, officier des séances à ses côtés et donc en retirer. Voilà, c'est, ouais, c'est la façon dont elle a été habitée et les témoignages qu'elle a fait. Donc j'aimerais que vous reveniez sur cet aspect et notamment sur le rôle de Ruth Céline Jaffé parce qu'il faut la nommer. C'est hyper important. Effectivement, bah, c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de nommer ces femmes, de leur de redonner une voix. D'ailleurs, à la fin du livre, on a mis leur signature à elles, donc on a fait ce que Kardec n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis leur nom comme si elles étaient aussi, bah, elles sont aussi d'ailleurs, bah, les co-écrivaines de ce livre. Donc c'était important de pouvoir mettre, en avant leur histoire. Ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on avait échangé juste avant sur cette position un petit peu ambivalente, cette mission spirituelle et cetera. Il faut se dire aussi que bon, il y a eu des médiums à effet physique, des médiums, donc il y a plusieurs formes de médiumnité, c'est ça qui est Oui, important aussi de le dire. On a beaucoup étudié les médiums à effet physique, donc les plus connus, c'est Eusapia Palladino par exemple, Eva Carrière. Donc c'est des médiums qui pouvaient faire, bouger, bah, justement des objets à distance, faire bouger les tables, faire apparaître des ectoplasmes comme on appelait ça à l'époque. Ça a été beaucoup étudié et il y a eu beaucoup de suspicions de fraude. C'est ce qui a joué aussi sur la vision qu'on a maintenant, de se dire que c'est peut-être une stratégie, que finalement, Eusapia Palladino, qui était une paysanne italienne qui n'avait aucune perspective en fait sociale, est devenue un peu ce qu'on appelle la diva des savants à l'époque. Elle était en contact avec Pierre et Marie Curie, avec Charles Richet qui était prix Nobel, donc elle a eu une certaine forme de notoriété, et donc effectivement on voit ça comme une forme de arrivisme en fait. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important aussi de rappeler, et là je vais refaire le point avec Kardec, c'est que Kardec rappelait vraiment que les médiums, pour être des bons médiums, ne pouvaient pas être rémunérés. Cette question aussi de l'argent était très importante, et surtout quand on pense que ce sont des femmes, ça voulait dire que leurs dons devaient être faits de manière complaisante. D'ailleurs, ce mot revient beaucoup dans ses comptes rendus, de se dire elle a eu la complaisance de m'aider dans mon travail. Et donc en fait, ces femmes doivent servir, entre guillemets, la cause spirituelle, spirit, et donc ces hommes qui se sont vraiment autoproclamés représentants en fait de ces causes. Kardec est devenu Kardec parce qu'à une séance spirit, on lui a dit qu'il avait une mission, qu'il oui. devait justement rassembler l'ensemble des comptes rendus. Il s'appelait Hippolyte Rivail. À ce moment-là, il a eu, lors d'une séance, la révélation par un esprit qu'il aurait été Alan Kardec, donc un druide celte dans une vie antérieure, et donc il est devenu ce qu'on appelle vraiment Alan Kardec, et il a vraiment publié en 1857 le livre des esprits, qui est vraiment le premier jalon qui a marqué la doctrine spirit telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, est vraiment, quand il rencontre Jaffé, il est effectivement le petit enseignant, donc Hippolyte Rivail, pas encore Kardec du tout. Et il va à ces différentes séances. À une des séances, ben, il a cette fameuse mission qui dit, voilà, tu dois rassembler les comptes rendus de séance pour en faire une doctrine. Finalement, quand on réfléchit, il a juste eu un rôle oui, de éditeur. Il a dû rassembler des comptes rendus qui n'étaient pas forcément toujours Un faits par archiviste? des archivistes, oui, c'est ça. Oui. Et en fait, ces différents médiums qui ont fait différentes séances, qui sont vraiment la base du livre des esprits, qui est vraiment vu comme la Bible du spiritisme, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu le livre des esprits en 57, il y a eu le livre des médiums en 61, et vraiment, l'idée, c'était vraiment de mettre un cadre, une doctrine, donc c'était un ouvrage qui se voulait être accessible, donc Kardec n'était pas enseignant pour rien, il avait quand même une manière de faire du prosélytisme assez intéressante, c'est que c'était accessible. Jusque-là, il y a eu beaucoup d'ouvrages justement de communication avec tout ce qui était esprit et au-delà. C'était touffu, c'était énorme, c'était illisible la plupart Ouais. du temps. Kardec, on va dire que sa contribution et son originalité, c'est qu'il a vraiment fait en sorte que ce soit des chapitres avec des thématiques précises, avec des questions-réponses, en fait, qu'on peut prendre, qu'on peut regarder à tout moment, etc. Ce qui a joué sur le fait que le spiritisme est devenu populaire, qu'il a eu en fait beaucoup de succès aussi bien des lecteurs, et en fait les critiques disent aussi, et des lectrices, parce que ça aussi cette question des femmes qui lisent, des femmes qui écrivent,
c'est vraiment le cœur, en fait, de ma recherche, parce qu'on a parlé de manière très générale, mais effectivement, les femmes qui écrivent, c'était très, très mal perçu, mais effectivement, les femmes qui lisent, il y a eu une loi, à l'époque, je commence avec ça dans l'introduction, qui voulait interdire aux femmes d'écrire et de lire. Et on est en plein 19e siècle. Donc ça montre à quel point c'était déjà un danger. Mais donc la doctrine de Kardec était considérée, et c'est ça qui lui a posé problème pendant toute sa vie, c'était considéré comme une doctrine de bonne femme, en fait. On disait que c'était comme le fait de parler avec les esprits, c'était quelque chose d'ordre de la consolation. Généralement, ceux qui rentraient en spiritisme, c'était comme Victor Hugo, comme Conan Doyle, c'est après avoir perdu Oui, un être cher, un enfant, etc., dans des conditions difficiles. En fait, c'était vraiment perçu comme une doctrine effectivement de consolation et donc une doctrine féminine en fait. Et Kardec s'est toujours défendu de cette image. Il fait dans sa revue, donc la revue Spirit, un inventaire en fait des spirites de l'époque et il rappelle le genre, le nombre, l'âge, les professions. Donc il fait vraiment une sorte d'inventaire général. Et on voit bien que son ambition aussi, c'est de se détacher de cette image de courant de bonne femme. Et je pense que ça a joué aussi sur la manière dont il a utilisé ou pas en fait ces noms des médiums. Et donc effectivement, Ruth Jaffray est celle qui était au cœur en fait du coup des séances qui ont permis d'avoir le livre des esprits et le livre des médiums plus tard. Et en fait, elle a interviewé, je crois que 4 ans après la mort de Kardec, dans une revue spiritualiste anglo-saxonne. Et elle fait une interview où elle dit qu'en fait, Kardec lui a pris ses feuilles de compte-rendu, qu'il ne lui a jamais rendues, qu'il n'a même pas cité son nom, elle a même pas reçu un exemplaire du livre des esprits auquel elle a participé. Et donc, en fait, apparemment, plusieurs médiums ont été dans le cas et Kardec a eu pas mal de critiques parce qu'on voit que dans le tout premier numéro de la revue Spirit, qui paraît, si je ne me trompe pas, en 58, donc une année après le livre des esprits, il termine son premier numéro avec une lettre où il remercie grandement les médiums, etc. Et on sent qu'il l'a rajouté un peu à la va-vite en mode bon, maintenant ça suffit de toutes ces critiques. Voilà, je dois remercier un tel, un tel, un tel, un tel. Et encore, elles sont remerciées vraiment à la fin et de nouveau pour leur complaisance, pour leur aide précieuse, pour leur abnégation sans nom. ça fait rappel, hein, ça fait un peu rappel. Et Je en vous fait, c'est rappelle. ça aussi, c'est que dans l'interview, en fait, c'est un discours rapporté, donc on pourrait se demander dans quelle mesure ces faits sont justes ou pas, mais en tout cas, ça met en évidence une réalité historique où finalement Jaffray, apparemment, ce serait plainte, et Kardec aurait dit qu'elle me fasse un procès, en fait. Ouais. Et donc ces femmes, ces voix, effectivement, sont effacées, et le livre des esprits est considéré comme la Bible du spiritisme, et le livre des esprits a été possible par les médiums, et donc par les médiums femmes, en fait. Et donc c'est ça que j'essaie de prouver et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas encore très courant dans le milieu de la recherche, dans ces milieux-là. C'est quelque chose, enfin voilà, on a une histoire assez connue du spiritisme, etc. Il y a énormément de livres sur la question, mais cette vision-là n'était pas encore tout à fait connue. Cette polémique était assez peu commentée et il me semblait que c'était quand même essentiel pour Ouais. montrer dès les origines, dès la création, à quel point ces femmes ont été utilisées, invisibilisées, et Kardec s'est montré vraiment en vraiment tout puissant. Ce qui est intéressant, c'est de voir, le livre des esprits a été un succès de librairie, il a été republié énormément de fois. Au tout début, c'était écrit sur la couverture avec l'aide de différents médiums et mis en ordre par Allan Kardec. Et on voit que Au maintenant, fur et à à l'heure mesure. actuelle, cette mention-là a disparu. Bon, maintenant, ce sont des éditions contemporaines. J'ai un peu regardé du vivant de Kardec, cette mention restait. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de se dire que cette mention, à l'aide de différents médiums, à la trappe. Ce qui compte maintenant, c'est celui qui a mis en ordre tout ça, apparemment. Oui, quand on lit le livre, alors je l'ai lu il y a très, très longtemps, comme on le disait, en off au début. C'est vrai que à aucun moment, on se demande d'où ça vient. Alors c'est intéressant parce qu'il va pas dire: «C'est moi qui», enfin, Non, ça non. m'est apparu ou donc clairement c'est pas indiqué, mais tout passe par lui. Donc c'est vrai que c'est comme s'il était le filtre de tout ça et on se dit on se dem enfin, on sait pas d'où ça vient, on n'a aucune, et c'est vrai qu'on se pose pas la question et puis bon après, à l'époque, moi j'étais très jeune donc je me posais pas la question. Pour moi, c'était Allan Kardec et c'est vrai il apportait en fait l'information, ça passait par lui donc c'est assez sidérant de se rendre compte, surtout là avec le cas de Ruth Jaffray, parce qu'il a délibérément centré en fait le livre des esprits sur ses communications à elle, justement pour qu'il y ait une espèce de continuité de ton, Mmh. un style qu'on puisse retrouver sur tout le livre
et on n'est pas autant, c'est peut-être après justement, il y a ce côté archiviste et il y a, on va dire plusieurs médiums qui vont être, corrélés les unes avec les autres, mais vous le dites dans le livre aussi, il a des médiums de prédilection, il a des phases comme des espèces de rapports fusionnels avec certaines femmes qui vont se succéder, donc une sorte de couple de travail pour moi, hein, où ça va être l'ère de tel médium, puis ensuite tel Mmh. médium et tel médium, jusqu'à ce que, les médiums en question disent commencent à poser certaines limites et là, il les éjecte et il les remplace. Donc ça, c'est assez frappant. On pourrait dire moi aussi la chose à laquelle j'ai pensé, c'est à l'effet Mathilda. C'est, Oui, cette tendance, historique à effacer la contribution des femmes au profit des hommes oui. et sans Ruth, Sehine-Jaffé, Alan Kardec, il aurait jamais pu écrire le Mais livre sans des ces esprits. médiums, le spiritisme n'existerait pas. En fait, Ouais, c'est assez simple. Avant ça, il avait les sœurs Badin, donc c'était 2 femmes aussi et en fait, il a dû trouver une autre médium parce qu'elles se sont mariées et qu'elles ont arrêté la médiumnité, en fait. De nouveau aussi, on voit dans quelle mesure les carrières aussi sont liées, bah, au destin des femmes qui rentrent dans les rangs et qui doivent arrêter un petit peu ces à côté. Donc ça, c'est intéressant aussi. Maintenant, juste enfin, pour une précision, il y avait aussi des médiums hommes, donc chez Kardec, il y avait par exemple, Rose, je crois que c'est J. Rose, mais je n'ai pas son prénom. C'était aussi un homme. Donc, et effectivement, Kardec a choisi les mesdames avec qui il voulait travailler. Il y a eu pas mal de chercheurs, bah, plutôt brésiliens, parce qu'il faut savoir que le kardécisme existe toujours aujourd'hui au Brésil. C'est une vraie religion. Donc, au Brésil, en fait, bah, c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Et donc, il y en a un qui a écrit un livre qui s'appelle les déserteurs de Kardec et qui fait vraiment un compte-rendu des personnes qui se sont éloignés à un moment ou un autre de Kardec pour différentes raisons, différentes brouilles. Et voilà, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, mais ça montre effectivement des tensions au sein d'un courant qui prônait une forme de, comment dire, d'égalité sociale et en fait une nouvelle façon de vivre. Mais en fait, dans les coulisses, comme souvent, c'est c'est moins pas joli, quoi. en pratique, c'est C'est pas ça. vraiment le cas. Hem, c'est vrai que il y a ce décalage entre ce qui est rapporté, et on va dire, je pense, la grandeur ou l'idéal spirituel défendu, dans le mouvement et ce qui se passe irréel dans les coulisses et pour moi, ce qui m'a frappée, c'est, cette instrumentalisation des femmes, et cette objectification, voilà, des femmes aussi médiums pour valoriser la doctrine et comme vous le dites, il y a la notion de complaisance, mais il y a surtout pour Kardec, on dirait que en fait, les femmes ne sont rien. Elles sont des instruments, des outils, comme des radios, Oui, qui vont capter la fréquence des esprits et donc par voie de fait, elles n'ont absolument rien à, à faire reconnaître, non, elles n'ont pas de rôle, en fait et c'est ça qui est incroyable et par contre, on voit aussi que Kardec, il a aucun don ou aucune capacité médiumnique et donc de fait, il aurait jamais pu, comme non. on dit, écrire le livre ou même s'intégrer dans ce milieu-là. Mais Ouais. c'est quand même sidérant de se dire, il est-ce qu'il s'est essayé à ça d'ailleurs? Est-ce qu'il a essayé? Il a essayé? Je pense qu'il a essayé, je sais pas, il faudrait que je revoie par rapport aux sources, je pense qu'il a essayé, mais qu'il était un piètre médium. Le spiritisme prône qu'on a tous des capacités médiumniques à différents Mmh. niveaux, mais qu'effectivement, elles sont pas toujours développées de la même manière chez tout le monde et pas de la même forme de médiumnité. Mais donc voilà, donc je pense qu'il s'est essayé, je crois qu'il se disait qu'il était un piètre médium, donc il avait besoin du reste. Et donc en fait, c'est ça, les médiums plus que les femmes. Donc les médiums de manière générale, les esprits le rappellent et parfois ont des termes aussi violents dans le livre de Kardec en fait, en disant qu'effectivement ce sont des instruments. Et Kardec, à un moment, j'en parle dans le livre, il s'étonne, il se dit que les médiums qui se vexent, que je ne veuille pas prendre leur communication, c'est comme les acteurs qui se vexent du texte qui sont occupés de, de réciter. Ça n'a aucun sens, en fait. Et effectivement, il pouvait choisir ce qui correspondait ou pas. Et ce qui pose aussi des questions et des problèmes, c'est que c'est la probité morale des médiums qui était mise en avant, en fait. C'est-à-dire que les communications, donc, il faut savoir que dans le spiritisme, il y a différentes formes d'esprits. Il y a des esprits frappeurs, néfastes, etc., et des esprits supérieurs. Et effectivement, le but pour Kardec, en tout cas, c'était d'avoir des communications des esprits supérieurs qui permettent de transmettre la doctrine et pas essayer de parler avec enfin, le voisin d'à côté qui va parler de ses poules, peu importe. Enfin, c'est un petit peu ça l'idée.
Et en fait, Kardec met en avant, surtout dans le livre des médiums, le fait que pour avoir des communications élevées, il faut que la morale du médium ou de la médium soit élevée. Donc, ce qui est évalué, en fait, c'est cette morale. Et donc, ça met une échelle de valeur et ça met les médiums en compétition sur une question de morale où elles sont et ils sont jugés. Et donc, c'est ça qui est extrêmement tendancieux et particulier. Et en fait, lui permet de faire le censeur en disant, mais non, mais ça, en fait, enfin, quand les discours ne vont pas dans son sens, il dit, mais ça, c'est un esprit frappeur, le médium était trop vaniteux, elle voulait justement mettre en avant, donc par exemple, il parle de Huet comme ça, donc Honorine Huet, qui est une autre femme dont je parle dans le livre, et en fait, ils disent, voilà, c'est juste qu'elle était trop fière, elle voulait avoir la reconnaissance, et en fait, c'est juste un esprit qui, à travers elle, un esprit malfaisant qui, à travers elle, communique. Et donc, en fait, ça se retourne contre elle. Donc, effectivement, on pourrait y voir une stratégie, mais c'est une stratégie à plusieurs tranchants, on va dire. Et donc, c'est pas si simple. Et je pense que c'est pour ça que c'est un espace ambigu et vraiment paradoxal d'émancipation. Mais en même temps, effectivement, comme vous l'avez évoqué, c'est dangereux aussi. Elle pouvait être taxée de folle. Et donc, en fait, ce qu'on appelait la folie spirit existe à la même époque, en fait. On disait vraiment, plusieurs aliénistes de l'époque étudiaient la folie, pardon, pour montrer vraiment qu'en fait, les femmes se prenaient pour des médiums et qu'elles voulaient écrire. C'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre en avant le cas de chez Vabé, que j'aime énormément aussi, qui montre toute cette ambiguïté de pouvoir se nommer et exister dans un monde qui ne veut pas écouter nos voix au pluriel. Oui, et vous partagez un de ces textes qui est, magnifique et Oui. je trouve, d'une modernité, incroyable. Je vais pas le partager parce qu'il faut que vous achetiez le livre, voilà. Je le rappelle, il est magnifique. Il est incroyable ce texte. Il est émouvant. J'ai trouvé qu'il était, extrêmement bien écrit. On dirait presque un texte de théâtre, d'un Oui. monologue de théâtre. Tellement il est ouais, il est habité et donc pour le cas de cette femme, elle se revendique spirit, mais elle va finir en hôpital psychiatrique. En fait, on la connaît via le compte rendu des aliénistes qui l'ont, analysée et étudiée. Donc en fait, on ne saurait pas dire dans quelle mesure. Donc ils expliquent un peu son histoire, qu'elle aurait eu un délire de grandeur, ils appellent ça. Moi, ça me fait un petit peu sourire avec un regard contemporain de se dire qu'une femme qui veut écrire ait un délire de grandeur. Elle avait un délire de persécution, de délire érotique. Enfin, toutes ces données un petit peu reprises sont assez révélatrices pour moi aussi d'un biais qu'il y avait à l'époque dans la recherche et dans toutes ces questions de la folie. Ce qu'on oublie souvent, c'est un truc que j'ai envie de dire aussi, c'est que toutes ces études de la médiumnité, c'est ce qui va paradoxalement mener à la découverte de tout ce qui est inconscient et à la psychanalyse contemporaine. Il faut savoir vraiment que l'étude vraiment de la médiumnité, du dédoublement, de tout ce qui est une forme d'automatisme, c'est de se mettre en état de transe, qui effectivement date d'avant le spiritisme. Vous avez évoqué le somnambulisme. Il faut savoir que le somnambulisme, en fait, ça a été rebaptisé hypnose en 1830. Donc en fait, c'est effectivement la même chose, c'est juste qu'on a mis un autre mot dessus. Et en fait, Charcot, la salpêtrière, celui qui a étudié tout ce qui est hystérie, utilisait cette hypnose, en fait, cette manière de mettre en transe ces sujets pour prouver, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets, la maladie. En fait, il utilisait contre ces femmes et contre, parce que c'était des femmes, évidemment, tout ce qui était hystérie. Et en fait, il mettait en scène, en fait, cette maladie dans quand même des scènes assez érotiques, etc. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en avant par rapport à ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça a été utilisé contre et réutilisé de la même manière. Ah, j'étais pas au courant. C'est choquant, Ben oui, sachant que c'est ça. on sait que n'importe qui peut être mis sous hypnose. Oui, Enfin, donc n'importe qui peut être, dans cet état, alors j'utilise ce mot, mais qui semble s'apparenter à une sorte de possession, ouais. où on va faire des choses, on va sortir de soi, émotionnellement, physiologiquement, on va rentrer dans un état qui n'est pas, voilà, conscient et qui est alternatif et donc il utilisait ça pour, Pour mettre prouver que les en femmes scène, étaient, pour suivre un script en fait de ce qu'il considérait être une maladie qui depuis a été vraiment démenti. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais moi, c'est une hypothèse, donc j'ai pas les preuves de ça. Mais pour moi, la véritable hystérie, c'est juste une création empêchée en fait.
Oui, C'est finalement des femmes, on peut penser à Camille Claudel ou à d'autres choses, c'est des oui, femmes qui ont été effacées, qui ont été, dont le travail a été volé au profit d'autres hommes. On pense de nouveau à Camille Claudel et Rodin, mais il y en a plein d'autres et qui finalement ont été empêchées dans une société où elles ne pouvaient pas s'exprimer. Je pense que ça peut mener à une forme de folie, c'est certain. De là à dire que c'est une maladie ou une hystérie, je pense que c'est juste un symptôme d'une société malade qui ne sait pas accepter la féminité dans toute sa palette de ce qu'elle a et qui a essayé de la codifier, de la cadenassé dans des rôles vraiment faits. Mais donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à chez Babé. Donc, effectivement, moi, j'ai trouvé un extrait dans le travail de Pascal Le Maléfant, qui a étudié donc la folie spirit, c'est sa thèse de doctorat. Et j'avoue qu'effectivement, cet extrait m'a énormément touchée. Ça a été une révélation parce que voilà, elle dit: «Je suis médium, je suis oracle, je suis folle, je suis obstacle». Il y a vraiment cette anaphore du c'est «je suis» magnifique. qui revient, cette empêchée de se nommer. Elle dit: «Je suis une femme qui n'a pas de nom» et plus tard, elle dit: Je suis Dieu». Et en fait, on voit vraiment et elle termine cet extrait en disant: «Voilà, je suis la folle qui vole des papiers pour pouvoir écrire et qui craint de ne plus jamais pouvoir écrire». Et donc on sent cette plainte énorme et donc c'était aussi une volonté, donc effectivement, comme tu l'as dit, le livre est vraiment magnifique et je trouve que les éditeurs ont fait un travail magnifique au niveau de la mise en page. Et une des volontés, comme je l'ai dit, c'était vraiment de revenir à la parole de ces femmes. Chez Babé, en fait, on a juste un extrait de sa graphorie, comme ils appellent ça, paroxytique, via le compte rendu, mais on avait juste un petit extrait de son écriture sur un autre poème. Et donc, vraiment, ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est Mmh. vraiment de recréer, en fait, son écriture via le poème qu'on avait, avec justement ce poème-là. Donc, je suis médium, je suis oracle, et c'est vraiment ça qui Mmh. ponctue tout le livre pour revenir à cette parole de ces femmes et avoir leur écriture. On a aussi recréé sa signature à la fin pour qu'elle puisse signer le livre. Ouais. Ça nous semblait Bah, vraiment, ouais, voilà, ça nous semblait essentiel d'avoir sa signature, donc on l'a aussi recréé, en fait. Donc ça, c'est un petit peu les merveilles de la technologie moderne, mais qui sont vraiment ici au profit et au service, de faire entendre ses voix, d'avoir son écriture, de pouvoir avoir son nom en entier aussi, parce qu'effectivement, elle s'appelle, enfin, elle est nommée comme chez Babé, mais grâce à Pascal Le Maléfant, on a pu retrouver vraiment son nom. On ne sait pas plus de son histoire que tout ce que les aliénistes ont pu dire sur elle. On peut avoir, voilà, j'ai pas envie de faire un jugement sur son diagnostic de folle et qu'est-ce qui l'ont mené à ça, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, son écriture a été vue comme un symptôme, alors qu'il y a une vraie beauté et un vrai enjeu, en fait. C'est vraiment la plainte de ces femmes qui tentent d'exister et c'est ça que je trouvais extrêmement porteur et qui m'a aussi, donné envie de revenir à la voix de ces femmes et à arrêter de vouloir les voir par le biais et le prisme des hommes qui ont écrit sur elles. Et là, ça revient, à mon dernier cas qui est donc Helen Smith, Elise Catherine Müller, qui a été étudiée par, le psychologue Théodore Fournoy, donc en 1900, on est à la fin en Suisse. Et pareil, elle est devenue célèbre et connue. Maintenant, elle est rentrée, au centre Pompidou. Elle commence vraiment à avoir, une vraie notoriété aujourd'hui, mais c'est grâce, en fait, aux livres de Fournoy. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je voulais revenir aux paroles de ces femmes, c'est que quand on voit leur échange épistolaire, on voit que toute sa vie, elle a réclamé son dû, ce qu'elle semblait, devoir lui redonner et qu'il n'a pas voulu lui donner. Et pareil, il lui aurait dit qu'elle me fasse un procès. Il a réussi à écrire ce livre grâce à elle. Ça a été un succès de librairie. Il y a eu plein de rééditions, plein de traductions. Elle n'a pas touché ce qu'il avait promis qu'elle toucherait parce qu'il considérait que c'était bon. Et en fait, voilà, en fait, c'est horrible de voir tous ces destins se répéter à des années d'écart, en fait, et de se dire que c'est une voie et en même temps, c'est une sorte de comète dans leur vie qui finalement tombe et brûle tout sur son passage. oui, il se fait arbitre et puis il y a cette question de morale chez Alan Kardec aussi de: «Tu n'es pas une femme suffisamment, noble, peut-être d'esprit, Oui, pour accueillir des esprits à la hauteur», ouais, donc il y a quelque chose, je pose le mot, mais voilà, de d'assez pervers pour moi dans le rapport, et il y a vraiment cette notion de, tu n'as pas le droit d'être, tout simplement, tu n'as pas le droit d'avoir d'ego, tu n'as pas le droit de revendiquer, d'exister, voilà, sinon je t'efface. De toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, elles étaient elle était effacées en effacée. réalité, mais en fait, il y a c'est à se demander, elles ont peut-être trouvé une communauté dans la communauté, ouais, dans la communauté spirit, elles ont pu exister autrement et trouver une forme d'affranchissement. Vous le dites après qu'elles
elles vont réussir, dû à cette notoriété, on va dire sociale, hein, sachant qu'elles vont pas l'avoir à proprement parler par Alan Kardec, dans le sens de l'écriture des livres ou de la reconnaissance, de leur, contribution, qu'elles vont commencer à écrire des livres peut-être, sur cette notion de probité morale, sur, comment être une bonne femme, Mmh. littéralement donc des livres sur, le ménage, Ça, c'est Hermance com Dufaux, oui, effectivement. C'est une des premières médiums, bien avant que Kardec devienne Kardec d'ailleurs, qui a écrit La vie de Jeanne d'Arc âgée de 14 ans. Donc elle est devenue très, très célèbre par rapport à ça. oui, Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on voit les stratégies là par contre qui sont, éditoriales évidentes, d'insister sur le fait que, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour pouvoir prouver la doctrine, en fait, Kardec et tous les spirites de manière générale mmh, avaient plutôt intérêt à insister, soit sur le fait que le médium était très, très jeune, soit qu'en fait, elle n'y connaissait rien et donc ça prouvait à quel point c'était des esprits supérieurs qui pouvaient passer à travers elle parce qu'elle n'aurait pas pu le faire elle-même. La question se pose beaucoup pour Hélène Smith, par exemple, qui disait être en contact avec Marie-Antoinette ou avec justement une princesse hindoue et qui parlait en sanskrit en fait. Et donc la question c'était de se poser, de se dire comment est-ce qu'elle a pu avoir accès à ces connaissances en fait, quand c'était remis en question et en doute. Et donc en fait, les spirites vont jouer là-dessus pour insister sur, en fait déjà que leurs médiums ne soient pas payés, qu'effectivement elles sont voilà complaisantes, qu'elles ont une probité morale et qu'effectivement elles sont ignorantes en fait. Parce que c'est plus intéressant pour eux de pouvoir appuyer cet argument-là qui montre à quel point elles ont pu parler d'astronomie, enfin de plein de choses en fait grâce aux esprits qui pouvaient s'incarner à travers elles. Et souvent, c'était pas des petits esprits. Effectivement, on a fait des communications avec des esprits de personnes défuntes, mais les comptes rendus les plus célèbres, en fait, ce sont des personnes célèbres qui viennent. Et donc, c'est la Vierge Marie, c'est Napoléon, c'est César, c'est plein de choses. Victor Hugo aussi aurait communiqué avec des grands noms, Shakespeare et compagnie, à l'époque. Et donc, c'est ça qui est un petit peu mis en avant et qui est mis et qui voilà, on se dit elles n'auraient pas pu avoir accès à ce type de connaissances ou à ce type d'écriture si elles écrivent comme un écrivain par exemple. Et donc forcément c'est vrai. Et donc de nouveau voilà, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment une émancipation très très paradoxale. Ce que je voulais partager aussi, c'est que, et ça c'est plutôt une expérience personnelle, effectivement on pourrait se dire bon, vu tout ça, est-ce que c'était vraiment une voie royale? On n'est pas tout à fait sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'au sein des cercles spirites, qui était quand même un cercle organisé, qui était aussi fort lié à tout ce qui était charité chrétienne quand même aussi, donc il y avait vraiment, c'était vraiment une communauté en elle-même, qui d'ailleurs, je dis, fonctionne toujours. Il faut savoir que la tombe de Kardec au Père-Lachaise est la plus oui, fleurie toujours aujourd'hui, donc il y a oui, oui. une communauté toujours vivace et vivante, on va dire. Mais il faut savoir qu'effectivement, elles avaient une attention particulière. Moi, je me souviens, j'ai fait un séminaire, je crois que c'était l'année passée, où il y avait un spectacle de magnétisme avant le séminaire. Donc, assez très chouette, donc assez contemporain. C'était à la fois magie et magnétisme. Et donc, il fait le test sur nous pour nous mettre en mode hypnose. Moi, j'avoue que j'avais jamais essayé jusque-là. Et donc, il teste dans la salle et moi, je me retrouve avec mes doigts collés et je me dis, bon, c'est un peu compliqué. Et puis, il me dit, en fait, il me choisit et il me fait monter sur scène. C'était un spectacle un petit peu 19e-iste, donc un peu ancien. Et alors là, je comprends pas. Il me fait monter sur scène et il me dit, voilà, vous pouvez applaudir la médium. Si bien que moi, je me retrouve et je me suis dit, mais où ça, la médium? Vraiment. Je me suis dit, et en fait, je me rends compte qu'effectivement, dans son spectacle, la partie de cette part-là, c'était une médium et c'était moi qui l'avais choisie pour incarner la médium. Je me suis dit, super drôle, vraiment. Je me suis dit, c'est quand même assez dingue. Et donc, le spectacle se passe. Moi, j'avoue, je m'étais dit, je ne suis pas dans l'état où je devrais être, je vais faire cramer son numéro. Moi, je me disais ça, en fait. J'arrêtais pas de me dire, parce que j'étais encore très, très consciente. Moi, j'avais jamais eu ça. Je me suis dit, est-ce qu'on reste là ou pas? Bref. Et donc, le spectacle se passe, il se passe plein de trucs où c'est de la magie. Et par contre, ce que j'ai pu expérimenter vraiment presque comme une recherche anthropologique, en fait, c'est le regard qui a changé sur moi à la fin. Les gens sont venus me voir, ils m'ont dit ah c'était génial ce que vous avez fait, etc. Alors je n'avais rien fait du tout hein, pour le coup, j'étais vraiment juste passive, etc. J'étais même frustrée de ne pas pouvoir avoir vu la fin du spectacle, ça a duré très très longtemps le numéro, et moi j'étais sur scène, donc je ne me souviens pas d'avoir vu la fin du spectacle. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, et je me suis dit, c'est ça qu'elles ont dû vraiment ressentir, ces femmes, c'est vraiment le regard qui a changé. Je suis arrivée, je n'étais personne, je suis sortie de là, les gens sont venus me voir, j'ai senti vraiment qu'il y avait
Une volonté, bah, aussi d'y croire aussi. Voilà, on peut se dire: «C'est vrai, c'est pas vrai», mais il y avait une volonté aussi de se rattacher et je me suis sentie vue, en fait et je me dis pour des femmes du simple condition qui avaient l'habitude de ne pas avoir droit au chapitre, pas avoir droit à la parole, ça a dû être une expérience dingue de se Ouais, retrouver face à une, assemblée subjuguée qui vous écoute. Vous avez vraiment une sorte de scène qui vous est consacrée et vous avez un pouvoir, en fait et vraiment cette idée de puissance, de pouvoir ouais. m'a semblé évidente au moment où je l'ai incarnée et vécue, même si c'était juste un bête spectacle, mais c'était intéressant quand même. Ah oui, ouais, c'est vrai, ça donne vraiment une clé d'un coup d'être, en quelque sorte un peu sacralisé ou en tout cas que tout le monde soit, porté à nos lèvres, d'être cette personne la plus importante de la pièce à un moment Oui, donné. Oui, c'est sûr que ça doit être, incroyable, sachant que c'est une expérience que les hommes vivent, et vivaient largement, quotidiennement ou ouais. qui était en tout cas une expérience réservée aux hommes et Mmh. d'un coup de pouvoir être une femme et d'intéresser quoi, de fasciner, ça a dû être, oui, ça a dû avoir énormément de valeur pour ces femmes-là, quoi et surtout quand vous dites le décalage entre des femmes qui sont, initialement dans l'échelle sociale au plus bas Ouais. de l'échelle sociale. Donc soit très jeunes, soit, enfin des enfants, parce que 14 ans, on peut dire que c'est une enfant quand Mmh même, mh. dans ce côté d'instrumentalisation et castées parce que «ignardes» entre guillemets, en tout cas Oui. considérées comme telles. Oui, oui, oui. Donc c'est intéressant de voir qu'il a casté ça pouvait pas être des femmes éduquées ou faisant partie d'une certaine noblesse sociale. Il y avait des médiums de différentes conditions. Je pense à Émilie Collignon, j'en parle un tout petit peu, qui était à Bordeaux, elle, et qui était pas la médium de Kardec, mais de Roustin, qui était un des «concurrents» entre guillemets de Kardec. Elle, elle était de la petite noblesse, je dirais, et Hermance Dufaux était aussi de la petite noblesse. Donc ça dépend un petit peu, mais en fait, oui, ça avait plus de poids et d'incidence si c'était des femmes de plus amples conditions, c'est certain. En fait, ça appuyait en fait, c'est ça aussi, c'est elles ont été instrumentalisées aussi bien du côté des spirites qui voulaient prouver leur théorie, que vers après 1870, en fait, c'est vraiment la communauté scientifique qui s'est intéressée à ces phénomènes et qui a voulu prouver, bah, en fait, ces phénomènes médiumniques, a voulu les montrer des causes, naturelles, vraiment, scientifiques et donc pareil, elles ont été les instruments de ces hommes de science qui les ont étudiés et donc là, il y a eu beaucoup, bah, justement de séances spirites et on en parle beaucoup dans la littérature. Bah, des en fait, elles étaient entravées, elles avaient des liens, elles étaient dévêtues pour pouvoir montrer qu'elles ne cachaient rien. Il y avait des examens gynécologiques approfondis. Enfin, il y a une vraie violence physique, en fait, qui se manifeste à ce moment-là. Donc c'est pas juste à ce point de vue-là de ce qu'on fait, c'est une violence qui effectivement augmente au fur et à mesure qu'elles sont aux prises des spirites, des scientifiques et qu'elles doivent en fait prouver et choisir un camp en fait, c'est un petit peu comme ça. Justement, pour parler de ce contexte qui est un particulier et qui est hyper ambigu parce que comme on le voit, il y a cette hystérie, voilà, ce prisme de la folie, ce spectre-là qui peut, Ouais, les atteindre. Mais en même temps, vous citez donc, vous l'avez dit, les figures de Pierre et Marie Curie qui sont connues, hein, pour ouais. avoir vraiment étudié ces phénomènes-là et l'importance des pratiques médiumniques justement dans les cercles, scientifiques et sociaux. Comment on peut vraiment expliquer, cet ancrage, ces questionnements spirituels dans la société à l'époque? Et comment ça a pu aussi vraiment, on va dire, interpeller des plus grands scientifiques encore même, encore aujourd'hui? Pierre et Marie Curie, on leur doit, Ce qui est quasiment important de tout. ouais, c'est ça. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, notre distinction entre science et pseudo-science n'existait pas du tout à l'époque. Ça a été fait justement suite à ça au début du XXe siècle. Mais il faut savoir qu'à l'époque, et on parlait vraiment de merveilleux scientifiques, tout pouvait être étudié et en fait, Pierre et Marie Curie l'ont dit, ils étudient le radium qui est invisible, pourquoi pas étudier d'autres phénomènes invisibles? Il n'y a pas de hiérarchie en fait, dans ce qu'on pourrait étudier ou pas. Tout mérite d'être étudié, tout est merveilleux scientifique. Kardec était le premier à dire il y a 50 ans, quand on disait qu'on pouvait transmettre une dépêche à 50 lieues, en fait, avec tout ce qui était enfin, télégraphe, on leur dit que c'était impossible, que c'était de la magie, de la superstition. Et en fait, maintenant, on se rend compte que c'est possible. Et il dit pour le spiritisme, ce sera pareil.
Je ne suis pas sûre qu'on a on a été jusque-là, mais en fait, voilà, il fait une comparaison pour Kardec, ça c'est important de le dire, le spiritisme est une science, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas de il y a pas de d'antinomie à considérer ça comme une science morale ou religieuse parce qu'en fait, il utilise vraiment tout ce qui est la méthode expérimentale pour pouvoir prouver les faits et en fait, il y a vraiment un cadre et une nomenclature. C'est pour ça que Kardec a vraiment pris à cœur d'avoir des textes très clairs avec un vocabulaire spirit qui est inspiré aussi de la science d'ailleurs. Et il dit voilà, comme ça, le spiritisme a une nomenclature comme la chimie à la sienne. Donc c'est important pour lui de mettre vraiment un cadre et il n'y a pas de distinction. À l'époque, effectivement, les hommes de science étudiaient tout ce qui était inconnu de la nature et en fait, ça était la même chose. Il y a un moment où le vent de l'épistémologie a tourné, on va dire, au courant justement du XXe siècle et où des hommes justement de science qui étaient reconnus ont un peu mis en jeu, on va dire, leur légitimité scientifique et leur statut. On pense par exemple à Charles Richet, qui a étudié pendant très longtemps à la Villa Carmen justement les phénomènes spirites, les fantômes. C'est lui qui a mis le nom de ectoplasme sur ces entités qui pouvaient arriver. Et en fait, il a eu le prix Nobel pour d'autres recherches en même temps, et en fait, ça lui était reproché. Il a dû dénier ses croyances spirites et ce qu'il avait étudié des années avant, parce que justement, ça commençait à entacher sa réputation scientifique. Camille Flammarion était un grand spirit, c'était un astronome très très connu, qui était dans le sillage de Kardec, qui a même fait une éloge funèbre très connue au moment de la mort de Kardec. Lui aussi a renié plus tard en fait son appartenance spirit, mais il a été un membre très très actif. Donc il y avait vraiment science, spiritisme, littérature, tout était mélangé, il n'y avait pas une distinction si forte. Et ce qu'on voit maintenant comme pseudo-science, parascience et science n'existait pas. C'est ça qui est intéressant et important de dire. Là, ça me fait penser à Pasteur aussi. Il avait fait un discours, je crois, quand il avait reçu un prix, je me souviens plus, qui était assez merveilleux et qui parlait en fait de l'invisible. C'est vrai qu'avant, les grandes figures scientifiques laissaient une part de merveilleux, d'imaginaire, d'intangible, et ça venait, j'ai envie de dire, presque les inspirer aussi dans le champ des possibles, de peut-être casser certaines limites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un aspect scientiste qui s'est un peu radicalisé et Oui. justement qui manque de flexibilité, et donc on le voit, c'est vrai, heu, avec Pierre et Marie Curie à l'époque. Mais c'est beau, je connaissais pas cette expression de merveilleux scientifique. Oui, Voilà, vraiment, en fait, il y a beaucoup de livres qui paraissent, il y a Louis Figuier qui parle justement de ça, il y a énormément de livres qui paraissent à l'époque et je pense que c'est, Maupassant qui parle aussi de l'exposition universelle avec vraiment un beau en disant: «Bah, voilà, en fait, on a mis au banc tout ce qui était invisible, on a montré les choses et en fait, je me sens dépossédée d'une partie du monde, en fait». Là, je paraphrase, que je me souviens plus oui, exactement de oui, ce oui, qu'il oui. dit. Mais effectivement, c'est cette idée-là de se dire que c'est une sorte d'imaginaire invisible que la science essaye de débusquer et qui, à un moment, en fait, effectivement, c'est un scientisme triomphant. Et en fait, le spiritisme, en tout cas pendant tout un moment, était sur le même pan, en fait, que la science. Ils s'étaient invités aussi aux colloques internationaux de psychologie et de psychanalyse, au même rang que les autres. Et je crois que c'est au tournant justement du XXe siècle où, en fait, ils ont été évincés. On a dit, bah voilà, nous, on s'intéresse pas vraiment à la cause de pourquoi les médiums se mettent en transe, mais finalement, en fait, nous, on dit pas que c'est des esprits, c'est un truc plutôt interne, et ça nous intéresse. Nous, on est sur autre chose que vous, mais pendant tout un moment, ça a cohabité très très longtemps. Et en fait, les spirites se considéraient comme des positivistes spirituels, par exemple. Et Ah donc, oui. c'était vraiment pas antinomique, c'est un truc, quelque chose qu'on oublie maintenant, mais c'était vraiment implémenté de cette manière-là. Et jusque très tard, en fait, ça a cohabité jusqu'au moment où, effectivement, le vent a tourné. On ne sait pas vraiment dire, effectivement, la science a pris cette puissance, cette ampleur, celle qui réclamait cette vérité, et tout le reste a été évincé au profit, justement, de se dire, c'est de l'inconscient. Donc, Flournoy, quand il étudie Helen Smith, il est déjà dans cette question-là de se dire, c'est la partie subliminale d'Helen Smith qui se souvient de ceci, de cela. Il ne la traite pas de folle. C'est intéressant aussi, c'est que Fournoy n'est pas du tout dans cette volonté de pouvoir étudier une folle hystérique. Il a une vision un peu plus respectueuse de sa médium, qu'il a d'ailleurs renommé lui-même Helen Smith. On voit aussi la violence que c'est que des hommes qui renomment les femmes. On peut penser à Napoléon et Joséphine, par exemple, mais effectivement, si c'est la même chose, ça veut dire que c'est sa chose, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi intéressant.
Mais donc effectivement, enfin, Flournoy parle d'autre chose et donc en fait, on a essayé de dévier sur d'autres raisons de ce qui s'est passé et puis ça a considéré que c'était réglé et que c'était OK. On peut se faire la même question par rapport au mesmérisme, donc vous l'avez évoqué, donc avec Anton Mesmer qui a vraiment créé ce qu'on appelle le magnétisme animal, qui considérait qu'on était tous dans un échange de fluides et que les maladies étaient dues à un déséquilibre des fluides et qu'on pouvait par les mains, par plein de choses, influer sur les fluides, de nouveau mettre en état de transe. Mais lui, enfin, ce qui l'intéressait, c'est pas vraiment ce qui en ressortait, c'est plutôt la guérison qui était derrière, c'était beaucoup plus thérapeutique en fait que vraiment divinatoire, en tout cas dans un Oui. premier temps. Et en fait, cette question-là, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de guérisons qui n'ont pas été expliquées. Par la suite, c'est devenu le somnambulisme magnétique par le marquis de Puységur, qui était donc un, un disciple de Mesmer, qui lui s'est intéressé plutôt à la parole de ceux qui se mettaient en état de transe et qui pouvaient voir leur propre corps, pouvoir dire leur maladie, pouvoir prescrire leur propre remède, en fait. Donc ça pose aussi la question de la parole, de la puissance médicale, de quel côté se trouve le pouvoir et en fait, est-ce qu'on est acteur de sa propre guérison ou pas. Donc ça pose aussi plein de questions pour maintenant. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a eu énormément de guérisons inexpliquées, qu'il y a eu des commissions d'enquête médicales et que c'est un savoir qui a été occulté parce qu'il y avait quand même une forme de rivalité avec la doxa scientifique et médicale qui se mettait en place à l'époque. Et donc, ça a été évincé, oublié, alors qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes rendus, beaucoup de personnes, même influentes, qui se sont intéressées à ces questions et qui ont montré que ça avait des résultats. Donc, on l'a un peu mis de côté. Maintenant, c'est de nouveau, dans notre société actuelle, ces choses-là sont remises dans le paramédical et dans des choses un peu particulières, mais c'était quelque chose qui, enfin, Mesmer était médecin et donc vraiment c'était cette volonté aussi de montrer que le surnaturel était naturel. D'où cette question de surnature et de nature est vraiment au centre de tout ça, je pense. Je voulais, faire un point spécifique sur le rapport, justement de l'écriture et de la médiumnité. Dans la page 75, vous dites: «La médiumnité a pu paradoxalement leur offrir une tribune où elle pouvait publier des textes sous couvert de la parole des esprits, contournant ainsi les barrières sociales et littéraires». Donc c'est vraiment votre spécialité, c'est vraiment le témoignage des femmes médiums sous le prisme de l'écriture. Donc on n'est pas dans cette, médiumnité et spirit typique qu'on a l'habitude de voir de performance, assez, clinquante avec, du de l'incroyable ou voilà des ectoplasmes et tout ça et ça c'est vraiment, je pense, dans, la mémoire, collective, l'idée, l'image qu'on en a. Là, on voit que à cette époque, comme vous l'avez dit, c'était inconcevable pour une femme d'être publiée et comment est-ce que ces femmes médiums, elles ont réussi à faire entendre leur voix dans cet espace littéraire et éditorial? Et on a vu après que ça a pu évoluer et en quoi ça montre, en fait, aussi cette capacité pour elles à se frayer un chemin dans un monde éditorial masculin et contrôlé? Effectivement, c'est une bonne question et c'est un peu tout l'enjeu de ma recherche. Je commence vraiment le livre en reparlant vraiment de la difficulté d'être femme auteur, autrice à l'époque et donc en fait de la figure du bas bleu, en fait, qui ressort beaucoup à cette époque-là. Donc, effectivement, les femmes qui Oui. écrivent étaient vraiment dépréciées. On considérait qu'elles se virilisaient. De nouveau, on revient à cette peur, à ce sentiment qu'il y a une sorte de concurrence déloyale, en fait, qui est occupée d'en rentrer. Les hommes avaient le champ littéraire et créatif pour eux. Et puis, tout d'un coup, en fait, des femmes débarquent. Et donc, déjà, contre eux, c'est compliqué. Disons que là, ils se sentent un peu menacés. Et donc, effectivement, écrire pour une femme, c'est déjà subversif. À l'époque, c'est quelque chose que je rappelle. Ça peut paraître anodin maintenant, mais ça ne l'était pas. Et donc, le fait que je m'intéresse au spiritisme par le biais de l'écriture est déjà un ancrage et un jalon intéressant. Il faut savoir qu'effectivement, le spiritisme en France, c'est une chose, et en fait, il y a le spiritualisme anglo-américain, anglo-saxon. Donc, c'est deux choses différentes. Même si le spiritisme français est issu de ce spiritualisme, donc effectivement, on parle de 1838, il me semble, où en fait, dans l'état de Hatfield, donc à New York, il y a eu dans une maison des coups frappés, et donc il y a eu tout un système qui s'est mis en place par les sœurs Fox pour pouvoir communiquer avec l'esprit de la maison. Et donc effectivement, ça a commencé avec ces coups frappés, puis c'est arrivé aux tables tournantes. On a parlé de véritable épidémie qui, vers les années 1850, a débarqué en Europe via l'Allemagne et compagnie, et qu'effectivement, toute l'Europe a fait tourner les tables à un moment.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment le spiritualisme anglo-saxon, qui est différent du spiritisme que Kardec a vraiment officialisé, institutionnalisé, on va dire, avec le livre des esprits et tous les livres qui vont suivre par la suite et sa revue. Et en fait, on voit déjà là qu'il y a une importance prépondérante pour l'écrit. Les organes de propagande sont énormes. Enfin, quand on s'intéresse à la littérature spirit, on se retrouve avec une tonne de documents. Et en fait, Kardec, la spécificité pour lui, du spiritisme par rapport au spiritualisme, c'est qu'il accordait vraiment une importance beaucoup plus capitale à la question de l'écriture. C'est sans doute lié aussi, bien sûr, au bagage et à l'héritage français et de la littérature et de la figure de l'écrivain prophète que le romantisme a amené quelques années plus tôt. Et donc, en fait, cette valorisation, cette légitimisation, voilà, par tout ce qui est écriture, c'est propre du coup au spiritisme français par rapport au spiritualisme anglo-saxon qui s'intéresse beaucoup plus aux phénomènes physiques, effectivement, coups frappés, apparition, mouvement d'objets, incorporation, changement de voix. Et donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a une différenciation par rapport à ça. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'effectivement, si on parle de l'hypothèse que les médiums sont le plus souvent des femmes, c'est effectivement plusieurs historiens et historiennes, dont Nicole Edelman, qui est la première à avoir vraiment mis ça en évidence. En fait, ces écrits sont principalement des écrits de femmes. Et donc, comment, par ce biais à l'écriture, elles ont pu avoir des voix subversives, peut-être parler de discours et de choses qu'elles n'auraient pas pu, et accéder effectivement paradoxalement à tout ce qui est publication. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Et donc, dans ces cas-là, je me suis retrouvée face de nouveau à un ensemble de textes incommensurables. Ce qui était vraiment une hypothèse est devenu vraiment une évidence, en fait, dans ma recherche. Et il y a énormément de textes différents. Pour le livre en question, je m'intéresse donc tout ce qu'on appelle la littérature médiuminique. Donc, c'est une littérature qui est inspirée par un ou plusieurs esprits. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle les autobiographies d'esprit, comme j'ai déjà parlé avec Hermance Dufault, entre autres. Elle a fait Louis IX aussi, et donc Jeanne d'Arc. Mais donc, il y a aussi des manuels doctrinaux, il y a des fictions spirites, donc des romans ou des nouvelles spirites. Il y a des prophéties, enfin bref, il y a vraiment énormément de choses. Il y a des autobiographies de médiums, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est ce que je suis occupée d'étudier pour l'instant pour la suite de ma recherche. Elles ont parlé en jeu pour parler de leur propre expérience, de leur propre vécu. Donc là, c'est plus via le prisme justement d'un esprit qui parle pour elles, mais vraiment de leur propre expérience. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en s'intéressant à l'écriture, on retrouve un pan qui a été un petit peu mis de côté par la recherche. Parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus impressionnant de voir des effets physiques. La question de l'écriture, c'est plus ambigu, plus particulier. Il y avait plusieurs formes d'écriture qu'on appelait automatique. Ça a été vraiment appelé automatique par la suite et ça a été repris par André Breton et le surréalisme. Mais donc il y avait ce qu'on appelait l'écriture inspirée, c'est-à-dire que on était présent et en fait on était inspiré par un esprit et en fait on était toujours là. Il y a des écritures qui pouvaient apparaître à distance, donc ça veut dire qu'on pouvait se concentrer sur un papier à l'autre bout de la pièce, on pouvait faire apparaître des lettres. Il y avait aussi des médiums qui étaient dans un état de transe où elles n'étaient vraiment plus là et elles écrivaient de manière complètement frénétique des tonnes et des tonnes de feuillets qu'elles pouvaient revoir après. Il y a des médiums qui écrivaient à l'envers, où on pouvait retourner et voir différemment, qui écrivaient dans différentes langues alors qu'elles ne connaissaient pas la langue. Bref, ça peut être impressionnant, mais pas aussi impressionnant. Si on voit un médium avec une plume sur une table, on se dit c'est quelqu'un qui écrit. C'est pas forcément la médiumnité comme on pourrait s'y attendre, extrêmement impressionnant. Et effectivement, c'est aussi beaucoup plus dur de pouvoir prouver que c'est une intervention métaphysique en fait. Et donc ça se joue beaucoup plus sur le contenu de ce qui est écrit, de comment c'est produit, de la vitesse à laquelle c'est écrit. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ce sont ce type de phénomènes qui sont évalués de cette manière-là, de se dire effectivement, elle l'a écrit très très vite, en regardant même pas la feuille, etc. Et donc cette écriture a été assez peu commentée ou étudiée. Et donc ça qui m'intéressait aussi, surtout dans cette volonté de revenir aux voix vraiment de ces femmes à leur écrit, de revenir en fait à ça. Et certaines femmes, justement, qui étaient elles-mêmes médiums, ont fait ce que Kardec a fait avant, c'est-à-dire qu'elles ont fait des comptes rendus de séances qu'elles ont rassemblés. Donc je pense par exemple à Rufina Noguera, qui est considérée comme la grand-maman des spirites,
qui a aussi écrit une bible en fait, ça s'appelle de la survie et qui est aussi en fait un ensemble de séances qui sont rassemblées en son nom, cette fois, mais avec une préface de Camille Flammarion quand même pour montrer le côté très, très scientifique de la chose. Oui, Mais effectivement, il y a cette idée de mettre ça en avant. Émilie Collignon a aussi fait Entretien Spirit. Je parle aussi de Charles Dorino, qui a un pseudonyme en fait de la comtesse Briat, qui elle en fait écrivait sous l'influence de grands noms comme Zola, etc. Et qui en fait des interviews et des échos de l'au-delà. Et donc, il interroge Zola, l'abbé, je ne sais pas quoi, sur la condition de la femme au XIXe siècle, etc. Donc, en fait, elle fait une sorte de journalisme spirit post-mortem extrêmement intéressant où elle interroge en fait toutes ces grandes personnalités sur des questions de, de société actuelle. d'actu. Ouais. Il y a quelque chose, qui m'a interrogée, sur, cette notion d'écriture et c'est Hué, la médium qui a fait qui s'est laissée, habiter par Jeanne d'Arc? Non, ça c'est Hermance Dufaux. C'est Ouais. Dufaux et elle donc à 14 Oui. ans, qu'a écrit ce livre et vous dites dans le livre, justement qu'il y a un ton, assez particulier qui, qui n'est pas forcément, tel qu'on imaginerait une femme, guerrière du monde médiéval. Enfin et on voit en fait cette espèce de candeur, enfin on voit quand même ce ton, très 19e d'une jeune fille du 19e qui raconterait la vie de Jeanne Mhm. d'Arc et ça m'a interpellée parce que ça pourrait justement dans, la façon dont Alan Kardec essayait de cadrer, ces manifestations spirites et cette écriture spirit, de dire, justement: «C'est une très jeune fille, donc elle ne pourrait pas savoir ça ou ça» et cetera. Mais il y a quand même une empreinte de la médium et c'est pareil dans la voyance. C'est-à-dire que, là, je parle vraiment de la pratique en tant que telle. On peut avoir entre guillemets «des informations», éventuellement, hein, voilà, en fonction des croyances de chacun, mais toutes les voyantes vont dire: «C'est en utilisant, par exemple, ma mémoire, mes sensations, mes connaissances, que on va m'indiquer des choses que je dois dire, mais c'est en utilisant ma palette». Mhm. Voilà, c'est ça que j'essaie Oui, de c'est dire. ça. C'est en utilisant ma palette de vécu personnel que je vais pouvoir retranscrire. Donc malgré tout, on a toujours du résiduel de la personne qui interprète. Exactement comme un acteur interpréterait un Ouais. rôle, il dira voilà, le texte, il racontera l'histoire telle qu'elle a été écrite ou Mhm. passée, mais il mettra de Oui, bien sa sûr. palette émotionnelle et sensible qui va venir teinter et qui fera que, heu, voilà, ce sera traduit Oui, autrement. Comme un traducteur oui, aussi, oui, exactement. voilà, tout simplement. Donc le fait de dire qu'il n'y a pas de, comment dire? Oui, d'impact de la médium et que c'est comme presque la façon dont c'est raconté comme une mécanique scientifique où il n'y aurait pas on peut pas vraiment, reconnaître ça et justement avec Dufaux, je trouve que c'est Mhm. flagrant parce qu'à des moments, vous mettez des passages, de sa ouais, de comment est-ce qu'elle raconte, hein, si je me souviens bien et c'est oui, c'est flagrant qu'on n'est pas sur, Jeanne d'Arc, telle qu'elle a été, telle qu'elle a probablement existé à l'époque, en tout cas, dans le dialecte, Non, dans c'est vrai que c'est la différent. vision, C'est dans vraiment Alexandra Bakopoulos-Villiot donc qui a fait, la préface, qui en parle aussi justement dans l'avant-propos, qu'effectivement c'est une Jeanne d'Arc intime, donc en fait c'est l'autobiographie d'esprit, donc elle parle en jeu et donc on voit vraiment la jeune fille campagnarde qui se retrouve avec une mission qu'elle doit pouvoir suivre. Il y a énormément d'éléments historiques, très, très pointus, donc c'est ça aussi qui a posé beaucoup de questions et de problèmes aussi, par rapport à la communauté, intellectuelle et scientifique un petit peu de l'époque. Mais effectivement, le ton est différent. C'est un ton intimiste, c'est un jeu qui est assumé aussi. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que, à part dans leur oui, correspondance, les femmes avaient très très peu d'occasions de pouvoir s'exprimer en jeu et d'être publiées en jeu. Et donc c'est ça aussi, c'est que cette question autobiographie d'un esprit était aussi effectivement peut-être un moyen détourné de pouvoir rendre compte d'une expérience, plus personnelle et de pouvoir effectivement y laisser sa patte, sa candeur, sa spécificité
qui n'aurait pas été possible, à un autre moment et effectivement, c'est ça aussi, c'est qu'elles ont pu jouer sur les registres. De nouveau, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est intéressant de voir, les écrits, ce qu'il en reste. Honorine Nuet, par exemple, elle dit qu'elle a servi de secrétaire à un esprit qui était âgé de 4 ans, par exemple. Oui. Effectivement, c'est dans l'autre sens aussi que du coup la jeunesse arrive et donc elle exprime, à la tra enfin, elle exprime, du coup le ressenti de l'esprit pour sa maman et donc effectivement, c'est, un ton tout à fait, différent qui est mis, à l'honneur ici. Quand Hélène Smith parle à la place de Marie-Antoinette, on retrouve un ton très grandiloquent. Elle, c'est encore plus particulier parce que c'est Flournoy qui a retranscrit les séances en ce qu'il appelle vraiment des cercles romanesques. Mais en fait, durant les séances, elle était vraiment incarnée par ces personnages. Et donc, il dit lui-même que voilà, elle avait un port altier. Quand elle incarnait Marie-Antoinette, elle avait quelque chose. Quand elle incarnait la princesse hindoue qui devait mourir sur le bûcher de son mari, on la voyait enfin, suffoquer, s'étouffer. Et donc, en fait, elle mimait vraiment les scènes. C'était Ah oui. extrêmement impressionnant. Et donc vraiment, il y avait cette idée de, oui, ça s'incarner pleinement dans l'esprit à travers elle. Ça voulait dire se déposséder d'elle-même, mais en même temps, il laissait une forme de trace. Donc de nouveau, l'ambiguïté est là et on se retrouve toujours coincé entre émancipation et domination à différents niveaux, quoi. Toujours. Ouais, ça c'est frappant ce rapport de domination, domination par, l'homme qui gère le Oui, mouvement, Alan Kardec, et domination par oui, l'esprit, hem et on est toujours dans cette, ouais, dans cette ambivalence, cette ambiguïté entre est-ce que je m'efface ou est-ce que oui, j'existe peut-être plus que, voilà, que ce que je ne l'aurais jamais fait donc c'est aussi ce côté très messianique, très oui, sacrificiel qui est aussi propre, je pense, aux grandes figures spirituelles qu'on oui, connaît, peu importe d'ailleurs les héritages. On est toujours dans cette double, ouais, cet état c'est double ça. quoi, Et enfin, puis, d'avoir été choisi, mais de disparaître en même temps. c'est encore plus vers Il y a une l'intermédiaire. inflation du moi et dissolution Oui, c'est complète ça. simultanément. Et c'est intéressant quand on voit ça avec un biais de genre, en fait, de se poser la question, de se dire que les femmes toujours fondues, donc ça c'est vraiment, enfin, je crois que c'est Mona Chollet qui en parle entre autres, mais c'est de se dire que la femme ne peut exister que quand elle se fond dans le rôle qu'on lui a attribué, elle ne peut pas exister en tant que telle, mais dans son utilité, ce qu'elle peut faire. Ce qui ressort très très fort aussi, c'est que ces médiums disent: «Je prends la plume parce que je dois être utile, parce que finalement j'ai une mission, parce que les esprits m'ont demandé aussi», donc ça aussi, elles justifient leur prise de parole, leur prise de enfin, leur, volonté d'écriture par une mission qui leur a été donnée et dire qu'elles n'ont pas le choix. Parfois, justement, elles utilisent l'âge dans l'autre sens en disant: «Bah, voilà, moi, je suis assez vieille et que finalement, j'ai une autorité de X années d'expérience derrière moi qui me permet de pouvoir élever la voix». Donc là, on utilise aussi la fameuse stratégie de l'âge, mais dans l'autre sens pour montrer une sorte de forme d'autorité. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette idée-là de se dire qu'elles prennent la plume parce qu'elles ont pas le choix, mais qu'elles doivent pouvoir être utiles. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas dévier. Si elles le font, c'est parce qu'elles doivent enseigner à l'humanité et devenir C'est un c'est service. ça, en service et donc effectivement, c'est une mission de la femme qui correspond très, très bien à aussi à la doxa religieuse. C'est une mission presque sacrificielle. Ce que j'essaie de montrer aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que le dogme de l'Immaculée Conception est quasiment concomitant à la naissance du spiritisme. En tant vraiment que dogme qui a été accepté par l'Église, on est en 1853, quelque chose comme ça. Et en fait, vraiment cette image de la Vierge Marie, de la femme en fait qui devient une forme de figure sacrale, mais pas incarnée en fait, parce qu'effectivement, niée dans son corps et dans sa sexualité entre autres. Et donc en fait, les femmes sont constamment prises entre le marteau et l'enclume face à finalement la putain de Baudelaire, si je veux vraiment caricaturer, et finalement l'image de la Vierge Mère en fait. Et donc c'est très difficile. Donc on peut se demander si la fonction de médium, au sens étymologique du terme, n'est pas cette voie du milieu qui a vraiment permis aux femmes de pouvoir sortir d'un carcan qui les enfermait dans des rôles qu'elles ne pouvaient pas complètement remplir ou qu'elles n'avaient pas envie de complètement remplir, et de pouvoir trouver d'autres voies pour pouvoir exister autrement. Ça me fait penser aux Vestales, les médiums, de l'Antiquité qui étaient, Oui, vierges, qui parce qu'elles étaient, mais il y a toujours cette obsession de voilà, d'être immaculée moralement, même physiquement, pour être le vecteur du oui, divin et ça c'est depuis la Grèce antique, donc les femmes devaient renoncer
oui, à leur sexualité ou au mariage ou à Oui, concevoir pour être les instruments c'est des ça dieux. et en fait, Donc ces figures, que ce soit les Vestales, les Pythie, les sorcières, en fait, c'est soit diabolisé, soit sacralisé. Mais c'est un peu ouais, difficilement, enfin, c'est un mélange un des mélange 2. des 2. Parce qu'il y a un article que j'ai écrit où je montre un peu que les médiums sont un peu les sorcières du 19e siècle, en fait, finalement, mais que c'était plus les bûchers qui les attendaient, mais en fait les asiles de fous, en fait. C'est finalement un retour de Oui, bâton face à une puissance féminine qu'ils ne peuvent pas expliquer ni entraver complètement. Et donc on pourrait se demander si effectivement toutes ces réactions parfois violentes, à l'égard, de la médiumnité des femmes et de finalement du pouvoir qu'elles pouvaient incarner de manière neutre, qu'on a vu un pouvoir ambigu et effectivement ne devait pas à chaque fois être, saquées de manière générale, enfin oui, vraiment comme un backlash, heu, ouais, ouais, nécessaire ouais, à quelque retour de chose qui bâton. prenait trop d'ampleur et qui venait sur des terrains de rivalité masculine particuliers, que ce soit la science et le médical avec Mesmer, on l'a vu, que ce soit la littérature, que ce soit la science, que ce soit aussi le politique, parce qu'à la fin du siècle, il y a vraiment une jonction qui se fait pour ces femmes, enfin, il y a un féminisme spiritualiste, il y a vraiment une jonction qui se crée pour les deux, et elles tentent de faire valoir leurs droits. Donc à la fin, ça devient de plus en plus incarné sur la lutte et sur le combat politique, ce qui est un peu moins le cas dans le livre parce que je parle vraiment des années plus tôt et du début du spiritisme. Mais il y a vraiment une forme d'évolution en fonction de ces femmes. Et donc, sur différents champs, elles ont mené un combat et en fait, elles ont été à chaque fois effectivement invisibilisées, tues, bâillonnées. En fait, il y a cette idée-là. En fait, c'est ça aussi, et c'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre, c'est que c'est pas juste l'histoire de visibiliser ce qui a été invisible, c'est effectivement audibiliser ce qui a été justement, qui ne peut plus être entendu, vraiment au sens de inouï, c'est-à-dire à la fois inaudible et à la fois extraordinaire. Et donc, c'était important pour moi, effectivement, de montrer que ces femmes avaient des voix, avaient une volonté. L'idée, c'est pas juste de les rendre visibles, elles ont existé, mais de se dire voilà, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Qu'est-ce que ça a joué? Comment est-ce elles se sont appropriées finalement des savoirs qui étaient en constitution à l'époque? Comment elles ont essayé de d'exister, de parler et en fait, aussi expliquer leur destin. Parfois pas, c'est pas des happy endings, mais elles ont essayé. C'est juste pour clarifier, les femmes médiums, c'est les premières femmes qui ont écrit des livres ou est-ce qu'on a des livres parus comme ça, peut-être à grande échelle ou des premiers best-sellers? Non, il y a eu beaucoup de femmes, écrivaines avant, hein, donc ça effectivement, c'est juste que le 19e siècle, ça a un peu rigidifié, mais au 18e siècle, 17e siècle, il y a eu des femmes. George Sand? George Sand, c'est plutôt le 19e, mais c'est ça, maintenant, le problème, c'est que ces femmes ont existé, elles ont eu une certaine forme de reconnaissance. Maintenant, la question, c'est l'historiographie contemporaine les a pas retenues. On recommence maintenant, heureusement d'ailleurs, à dénoncer justement tous ces silences de l'histoire et de pouvoir montrer qu'en fait, des femmes ont créé de différentes formes et dans la littérature, certainement, il y a eu énormément de femmes écrivains. Maintenant, on retient Madame de Staël et George Sand, mais il y en a eu tellement d'autres. Mais effectivement, elles ont Ouais. été oubliées, effacées. Donc, je ne dis pas que c'est les médiums qui ont les premières pu publier, loin de là. Les femmes écrivaines existaient à l'époque. Elles étaient peut-être pas majoritaires, mais elles ont vraiment essayé et c'est la raison pour laquelle il y a eu vraiment une sorte de grande campagne contre les femmes auteurs, contre les femmes qui écrivent, et qu'il y a eu vraiment ce qu'on appelle le massacre des Amazones. C'est un livre vraiment antiféministe d'un gars qui épargne de toutes les femmes auteurs de son temps pour dire à quel point elles écrivent mal. Donc pour dire à quel point le backlash était énorme. Il y avait vraiment cette peur vraiment très très constitutive des hommes qui voyaient entrer en littérature, parce que les femmes commençaient à être éduquées, donc à pouvoir justement être en compétition avec eux sur le chemin de la littérature, et ça a posé des problèmes. Donc la médiumnité, le fait de déléguer les voix à finalement quelqu'un d'autre, c'était une manière vraiment stratégique dans ce cas-là, on pourrait le voir comme ça, de pouvoir continuer à publier, exister. C'est moi, c'est C'est pas ça, moi. effectivement. C'est plus facile comme ça et du coup, ça crée moins de tension d'emblée. On est moins dans le combat parce qu'effectivement, elles ont une garantie, un garant finalement et une caution qui permet de pouvoir. Une légitimité C'est ça. C'est ça, une d'au-dessus. légitimité spirituelle. C'est particulier, c'est à double tranchant comme on l'a dit, mais c'est aussi ce qui a permis,
une entrée peut-être plus franche dans justement cette volonté de publication qui était pas simple pour les femmes, qui était aussi réservée à une élite qui pouvait se permettre d'avoir du temps d'écrire, d'avoir, bah, voilà, on revient avec Virginia Woolf, une chambre à soi, il faut avoir les conditions matérielles qui permettent de le faire. Et donc effectivement pour des personnes de conditions plus humbles, c'était pas si simple. Oui, c'est ça, vous le dites Ouais, occulto-socialisme, il y a une sorte, c'est des femmes en fait, c'est peut-être la première fois que des femmes issues des franges les plus, basses de la société, française à l'époque pouvaient, écrire, en j'irai fait. pas jusqu'à la première fois, c'était un peu trop radical, mais en tout cas, ça a été une Ouais, voix, parmi d'autres, je pense, effectivement. Parce qu'il y a eu beaucoup de féministes de elles l'époque ont qui pu, faisaient partie justement du mouvement ouvrier. Il y a eu les Saint-Simoniennes aussi qui se sont intéressées à toutes ces questions, qui faisaient aussi partie, bah, de mouvements plus humbles. Donc je pense que c'est pas la première fois et ça fait partie d'un courant beaucoup plus large. Mais effectivement, c'est, une autre manière d'avoir une histoire d'en bas qui remonte et de voir les choses un petit peu enfin, différemment de notre vision très endocentriste où effectivement on ne sait plus, citer une femme écrivain avant le 19e siècle alors qu'il y en a eu pléthore et que beaucoup ont été effacés. On recommence à le voir et qu'effectivement, bah, c'est un peu dommage. Ça fait partie un petit peu de cette volonté-là de non seulement visibiliser, audibiliser et de montrer aussi dans des courants qui sont réputés à l'heure actuelle comme plus marginaux, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui à la fois extrêmement intéresse, parce qu'on est vraiment dans une sorte de volonté de spiritualité actuelle très très forte, et en même temps qui est très très vite dévalorisée, très très vite enfin, délégitimée comme quelque chose enfin, d'à côté, mais enfin, je voulais vraiment montrer que non seulement l'image qu'on porte dessus maintenant n'était pas celle de l'époque, et qu'en plus, dans ces marges-là, beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'occultés demandent à pouvoir être entendues, quoi. oui, parce qu'il y a quand même eu une vague populaire autour de ces écrits-là, qui méritent d'être reconnus et donc qui, ont une Ouais. contribution de visibilisation des femmes Mhm. et justement comme vous dites, d'histoires d'en bas qui Ouais, montent c'est en ça. haut. Pour, faire un petit point pour finir vis-à-vis des circonstances de ces femmes, en quoi ces trajectoires, elles vont résonner, aujourd'hui? Et ce qui m'interroge aussi, c'est quel enseignement, pouvons-nous tirer de ces femmes médiums pour notre époque? Notamment sur, justement l'articulation de la spiritualité, le pouvoir qui est omniprésent et la féminité. Bah, je crois que je l'ai un petit peu déjà évoqué. Ça questionne effectivement sur beaucoup de choses, sur, notre rapport, bah, oui, à la spiritualité, au féminin. Comme je l'ai dit, elle parlait vraiment d'un messie au féminin, donc on revient à cette idée de féminin sacré. C'était aussi une volonté de pas en parler dans ce livre, puisque c'est pas forcément le propos, mais ce qui est certain, c'est que leur histoire montre, bah, de nouveau nos biais, en fait, notre manière de voir les choses d'un point de vue, biaisé sur, non seulement sur l'histoire, sur la science, sur énormément de choses et ça permet de enfin, redistribuer les cartes, de faire des choses un petit peu autrement, de montrer aussi, beh, des voies, des changements. J'avais pas envie non plus qu'on voit ces femmes comme l'étendard d'une émancipation franche parce qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Parce que justement, les parcours ne sont pas, ne sont pas lisses, en fait, même au sein même de leur propre vie, elles sont on est en arrière, Ouais, elles sont avancées. Nous-mêmes, en fait, on n'est jamais dans une continuité, qu'on a l'impression d'être, ouais. vraiment, comment dire? Progressive, en fait. C'est plutôt cyclique. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Mmh l'histoire est mh. cyclique et donc en fait, ce qu'elles ont vécu, on le revit à d'autres formes. Elles parlent vraiment à cette époque-là dans une société, donc on est à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on est avant la Première Guerre mondiale, mais on est vraiment dans une société qu'elles nomment enfin décadente, avec des valeurs problématiques, capitalisme, avec vraiment des choses très en fait, ils disent même pas capitalisme, ils disent, matérialisme et donc il y a vraiment une soif de spirituel. Ce qui nous enseigne en fait que c'est généralement dans les périodes de crise, dans les périodes de perte de sens qu'on essaie d'en retrouver ailleurs et que justement cette vague, ce boom du spirituel à une époque où nous, on a vécu par exemple une crise sanitaire et sociale intense, en fait, ça a ravivé d'anciennes blessures de nouvelles choses et d'une volonté de pouvoir retrouver un sens à ce qui en a perdu dans une société où finalement on vit en pilote automatique, où finalement on ne se pose pas la Mmh. question des rôles et des choses comme ça. Et en fait, s'interroger sur ces questions-là, comme je l'ai dit, c'est réinterroger sa vie, son rôle, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire,
pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. C'est des questions métaphysiques bêtes qui ont occupé toute l'humanité. Je pense que les mythes avaient aussi cette volonté-là de répondre à ces questions existentielles. Je pense que la religion a rempli ce rôle pendant tout un moment. Et en fait, ce qui a posé problème à la fin du 19e siècle, c'est la religion a perdu de son importance, de son rôle, et en fait, on s'est retrouvé en perte de sens. Nietzsche en parle avec la mort de Dieu, mais finalement, c'est ces questions-là qui reviennent. À l'heure actuelle, cette question-là continue à faire. C'est que comment on recrée un sens d'une société qui est en perte, qu'on ne peut pas se vouer ni à la science qu'on peut remettre en question, même si la science a un peu remplacé la religion actuellement quand même. Pour certaines choses, c'est un petit peu radical de dire ça, il faudrait nuancer, mais finalement, voilà, tout peut être expliqué par la science et donc du coup, tout est bien qui finit bien. C'est un petit peu ça l'idée. Mais à l'heure actuelle, c'est effectivement la spiritualité, ce sont des voies qui sont enfin, vraiment réputées comme marginales, donc en marge de quelque chose, en marge d'une société. Et pour moi, en tout cas, c'est paradoxalement dans ces voies qu'il y a une forme de pouvoir qui réside et que de nouveaux savoirs peuvent émerger. Justement, ce qu'on a appelé avant-garde dans tout ce qui est artistique et justement littéraire, etc. Oui, C'est là où se situent les ferments d'une société qui est en véritable révolution, au sens vraiment de changement, de bouger, de pouvoir sortir d'un carcan dans lequel on est occupé d'étouffer, en fait. Et donc, je pense que redécouvrir ces histoires nous permet de repenser notre société contemporaine, notre soif de spiritualité, d'où elle vient, et peut-être de la recadrer dans quelque chose qui a plus de sens, parce que si on fait si on historise, on comprend l'essence de ce qu'on fait, et en fait, on n'est plus dans cette volonté de faire un calque sur quelque chose. Parce qu'effectivement, maintenant, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes en 10 étapes. c'est le développement Développement personnel, ouais. personnel, je n'ai rien contre, mais je pense qu'il est dévoyé parce qu'il a été réutilisé pour pour des mauvaises raisons et dans une perspective, en tout cas, qui se veut productiviste. Oui, Et donc toujours, effectivement, il y ouais. a une sorte de pression qui se met aussi de se dire: «OK, je ne suis pas assez déconstruit, je n'ai pas assez travaillé sur moi, je dois avoir mes parts d'ombre», plein de choses comme ça. Donc en fait, on se retrouve vraiment avec une sorte de tension générale, constante par rapport à ça, et aussi une diabolisation de tout ce qui est extérieur, ce qui est problématique parce que ça fait une polarisation en fait, des choses, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'effectivement reprendre les racines, les sources, permet de comprendre d'où on vient, notre essence, et pouvoir se positionner de manière alignée et personnelle. Je pense que c'est ça aussi qui est important de rappeler, parce qu'on fait une différenciation entre religion et spiritualité, comme si la religion c'est censé être religaré, ce qui nous relie, mais ça nous a plus divisé qu'autre chose. La spiritualité, pour moi, est essentielle, mais elle doit être personnelle et incarnée avec ce que l'on est vraiment. Et peut-être effectivement, ça voudrait dire déboulonner les grands maîtres comme Kardec et pouvoir prendre ce qui nous appartient, à ce qui nous fait sens, et revenir à ce que ces femmes ont voulu dire par elles-mêmes sans passer par le prisme d'un homme. Ouais. Ça, c'est un très, très beau mot de la fin, mais j'ai encore une question. J'en ai une Vas-y. petite. Ce serait de, d'avoir votre avis sur les femmes, la place justement de ces femmes, des femmes aujourd'hui, là, dans ce dialogue invisible. Qu'est-ce qui est similaire? Enfin, alors je dis invisible, Oui, global, hein, évidemment, parce que les femmes médiums, on a des figures de femmes ouais, médiums qui sont médiatisées. Il y en a, et d'hommes aussi. Je pense à Tyler Henry qui pour moi est je sais pas si vous de connaissez nom, je pense. Tyler Henry? C'est un médium américain, qui, est enfin, je pense que c'est le plus grand médium en fait, hein, aujourd'hui, qui, est sur Netflix, qui a plusieurs émissions et cetera. C'est impressionnant, franchement, et d'ailleurs, il y a toujours cette notion de preuve parce qu'il avait fait un special où il allait chez les gens sans les connaître. C'est sur, la grande plateforme, hein, Netflix, et je pense qu'il y a eu des critiques de: «Oh, tout ça, c'est de la mise en scène», et du coup, ce qu'ils font là, c'est qu'il y a un rendez-vous en direct avec des personnes qu'il n'a jamais vues et qui sont des célébrités. Donc il y a Oui, une sorte de oui, garantie parce que c'est des personnes célèbres, hein. Donc il pourrait pas y avoir une grande fraude organisée. oui, c'est Voilà. ça. Mais donc c'est très intéressant et on le voit en direct, et à des moments, on voit aussi les aléas de l'état de: «Ah là, à certains endroits, ça va être extrêmement, fluide, et à des moments, ça va être plus compliqué aussi, Oui. pour lui».
Hem et puis, il y a la performance et ça, c'est toujours quelque chose de continu dans les métiers, de l'invisible. C'est la preuve, la performance, Oui, bien montrer sûr. d'une façon ou d'une autre qu'il y a une part de vérité. Voilà, donc ça fait partie, je pense, de des circonstances. Je réponds moi-même à Oui, la je question. Tout va bien. effectivement, Mais, dans ce regard-là, je me demandais justement si, vous aviez, voilà, vu des choses qui vous ont frappé, qui étaient, similaires ou des choses, justement ou quelle est la grande différence? À vous de choisir si c'est la similarité ou la différence, vis-à-vis de cette place de ces figures-là, qu'elles soient d'ailleurs, on va dire vraiment respectées ou même des figures qui posent question, parce qu'il y en a toujours aussi, hein. bien sûr. Bah, effectivement, oui, la question est toujours une question de performance, de performer et ça demande aussi, bah, de devoir prouver parce que c'est justement, c'est cette question de preuve, de légitimité qui peut parfois poser parfois des problèmes parce que je pense qu'effectivement, tout ce qui est, fraude et cetera, c'est qu'elles étaient enfin les médiums de manière générale en fait, étaient vraiment, attendues au tournant. Donc il y a une sorte de pression, on fait pas ça, pour le tout du dimanche et donc il y avait par exemple aussi, bah, les fraudes très connues de la photographie spirit. Donc il y a eu tout Oui. un courant, enfin en tout cas un commerce qui s'est vraiment fait. On pouvait se faire photographier avec nos défunts directement et donc ça a créé tout un scandale par rapport à ça et donc ça a remis aussi en cause toute la légitimité en fait des médiums et donc ça a joué aussi sur la surenchère qu'on devait faire dans les performances et dans ce qu'on devait faire et donc je pense que c'est ça aussi qui joue donc mais ce qui est intéressant, c'est que les médiums, en tout cas à l'époque, et je sais pas si on a ça, je crois qu'on a un peu ça aujourd'hui aussi, donc il y a vraiment une similarité, c'est qu'elles vont prendre à contre-pied, en fait, ce qui est, enfin, les qualités ou les défauts qui sont reprochés aux femmes. C'est-à-dire on va reprocher aux femmes généralement d'être sensibles, d'être empathes, d'être hyper émotionnelles, etc. Et en fait, ces attributs-là, en fait, sont ce qui est considéré comme les meilleurs garants d'une bonne médiumité. Et donc, en fait, elles vont en faire une force. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que le spiritisme renverse un petit peu les valeurs essentialisées de ce que doit être, j'allais dire un homme et une femme, mais c'est plus Mmh. large que ça, parce que de nouveau, c'est Ouais. des polarités. On pourrait parler de polarité yin et yang si on veut sortir un tout petit peu de la dimension duelle et genrée, parce qu'on considère par exemple que beaucoup de médiums de l'époque étaient assez féminés. C'est assez courant dans la littérature de dire que des médiums hommes étaient aussi du côté plus féminin, entre guillemets, de ça. Et donc cette question-là revient souvent de se dire que c'est parce qu'on est à une certaine forme d'intuition, donc c'est intuition contre raison de nouveau, donc il y a une dualité entre nature et surnature qui pose un petit peu cette question-là et donc qui sont revalorisées au sein finalement de ces courants et qui aujourd'hui, pour moi en tout cas, sont assez visibles dans cette valorisation du féminin sacré, de la puissance féminine, avec tout ce que ça représente qui ne sont pas toujours bien vus de la part des féministes, en tout cas constructivistes, ou en tout cas parce que c'est finalement cette idée-là de se dire que on essentialise les femmes à des attributs de nouveau, donc on revient dans cette idée de nature qui nous enchaîne, etc., dans lequel on ne peut pas sortir, et si on n'est pas empathe ou sensible, on n'est pas femme. Bref, ça pose plein de questions d'un point de vue philosophique, d'un point de vue féministe, mais c'est vrai que cette question par rapport attribuée au don ou de comment est-ce qu'on se positionne et comment est-ce que ça devient une force et quelque chose de positif, c'est plutôt ça que je trouve intéressant en fait. C'est de se dire qu'on prend quelque chose qui nous est reproché pour en faire un atout sur une voie qu'on aura choisie et qui n'est plus choisie pour nous. Je pense que en fait la vraie euh, enfin, le côté vraiment significatif de la carrière de médium, c'est que c'est une voie, bon, elles disent parfois qu'elles sont choisies malgré elles, mais finalement, elles ont une agentivité, donc un pouvoir d'agir beaucoup plus grand sur leur vie, sur ce qu'elles sont, que quand elles sont contraintes à des rôles qu'elles n'ont pas pu choisir et qu'elles doivent suivre, un script qu'elles doivent suivre. À l'heure actuelle, les choses sont différentes parce que forcément, la société a évolué et Dieu soit loué, la société a évolué. On est loin de l'égalité, ce n'est pas encore gagné, mais ça va beaucoup mieux. On peut choisir d'autres voies. Mais je pense que cette tension est toujours assez présente sur la manière de voir. Et cette tension aussi en rapport avec l'argent, qu'on voyait déjà à l'époque, me semble aussi extrêmement porteuse et intéressante. De se dire que ça doit être un don qui, pour qu'il soit valorisé, et juste doit être désintéressé. Et que dès qu'on met une valeur argent, on est taxé de charlatanisme et de problèmes. Et pour moi, il y a une dimension supplémentaire. Quand une femme
demande de l'argent, bah, forcément, bah, c'est une pauvre fille, en fait. Surtout, à l'époque, elles ne pouvaient pas gagner leur vie grâce à ça. Enfin, les séances étaient payées, à mon avis, pas grand-chose et pas toujours. Donc ça aussi, on pourrait pas dire que c'est vraiment une carrière, mais elles ont pu faire par d'autres choses. Ellen Smith, finalement, elle a eu une rente d'une riche mécène américaine, Spirit. C'est ça, c'est ce que je me disais. Mécènes, des personnes C'est qui ça les qui prennent leur sous prête leur sur aile leur et aile. Elle s'est essayée à la peinture, Spirit, donc elle a essayé d'autres voies aussi, mais je pense qu'en faire complètement carrière était compliqué et donc cette question aussi de la rétribution me paraît toujours une tension très forte, aujourd'hui. De se dire dans quelle mesure, si on veut en vivre, on perd pas d'une certaine manière l'essence du don qu'on doit faire. Parce qu'effectivement la et de crédibilité. crédibilité parce que quoi qu'il en soit, Ouais. toutes, pour moi en tout cas, toutes, soit la médiumnité, la voyance, l'astrologie, la tarologie, enfin bref, tout ça, en tout cas dans mon sens, dans un but d'aider. Il y a une sorte d'idée d'apporter des réponses pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir, agir différemment, pour comprendre la nature de notre ça. Il y a un but d'aide et en fait, quand cette aide est rétribuée, rémunérée, bah, en fait, ça devient un petit peu ambigu et on se retrouve avec quelque chose où on n'est pas très, très à l'aise. Où d'un côté, c'est dévalorisé et en même temps, on doit pouvoir en vivre, mais est-ce que le don est toujours aussi, sacrificiel au sens vraiment religieux du terme et donc prophétique, en fait? Cette idée de voilà, finalement, le sacrifice ultime, c'est de faire ça, pour rien, en fait. Mais donc ça pose vraiment la question et ça vient s'inscrire dans un système, capitaliste, politique, problématique où effectivement on doit pouvoir vivre avec cette valeur argent. Sans ça, il se poserait même pas, il y aurait même pas cette question-là. Et donc ça, c'est quelque chose d'une tension qui me semble toujours extrêmement présente maintenant et qui continue à faire et en fait se dire voilà, c'est la même chose que tout ce qui est médiatique. On considère par exemple que les grands écrivains, une fois qu'ils sont médiatiques, ce sont plus des grands écrivains. En tout cas, il y a une sorte de petite blague dans tout ça. En fait, au moment où on devient enfin, ce sont ils sont des écrivains qui sont vendus, on peut dire, mais c'est plus vraiment le canon de la grande littérature. Et donc, il y a de nouveau une tension entre ce qu'on peut être comme une valeur qui est incarnée ou quelque chose qui est vu comme du mercantilisme et donc de côté. C'est une réussite sociale qui dépend justement de la valeur monétaire et plus une réussite symbolique qui devrait être par rapport à l'aura qu'on est censé dégager dans quelque chose qui est enlevé de tout ça. Ouais, comme l'artiste maudit, Exactement, l'artiste qui a une mission ou qui est habité c'est ça. par, ouais, c'est la même dynamique, alors que par contre, pour les religions plus traditionnelles, si je repars sur le principe de la spiritualité, c'est absolument pas un problème. Il faut faire vivre l'institution. Il y a des dons, voilà, on est rémunéré et les figures, spirituelles, vivent même dans un faste, Oui, je pense qui voilà, qui n'est étranger à personne. Mais par contre, c'est vrai que quand on est, dans une place de femme qui dialogue avec, l'invisible ou qui vient, se mettre en posture d'aide et de service en dehors, des courants, on va dire, d'aide et de service traditionnels de psychologie ou de thérapeute, classique, ça devient, oui, c'est soupçonnable. ça. Il y a Genre vraiment l'ère du voilà, c'est soupçon un qui mot vient et qui pour moi reste et c'est encore plus fort où les femmes ne pouvaient pas avoir un vrai métier ou en tout cas être valorisées à l'époque. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que cette ère du soupçon, perdure et que sous couvert de grande égalité, cette question est toujours, et là c'est pour hommes et femmes, hein, là je fais pas de différenciation, mais cette question est toujours prégnante par rapport à ça. je pense qu'on peut conclure que c'est toujours pas un métier, quoi, en fait. Non et en fait, la question c'est est-ce que ça doit être un métier? Pas peut-être pas au Métier, sens oui. rentable du terme effectivement, mais voilà, ça en fait, ça pose des vraies questions. Ça n'enlève rien à la valeur de ce qu'on fait, ça c'est mon avis, à moi. Mais c'est vrai que cette tension, est-ce qu'en fait, c'est ça ma vraie question, c'est est-ce qu'on peut réconcilier ces valeurs spirituelles d'une autre forme de société, d'autres choses, avec une société qui ne nous convient plus et qui est à l'encontre de ça, qui prône un capitalisme et un scientisme. Est-ce qu'on peut être la synthèse entre ces 2 mondes? Est-ce que c'est une position possible sur le long terme? Je suis pas sûre. On est dans cette dissonance, cognitive, à tellement d'endroits, Ouais, même tous à l'échelle maintenant globale vis-à-vis de l'environnement, de la exactement. terre, la façon nos styles de vie et qui sont en totale opposition avec, la survie, on va dire et de notre écosystème. Donc on est tous, je pense, dans cette Oui, dissonance à l'échelle. C'est vrai que
les femmes, qui ont cette place sont dans cette dissonance continue et nous tous, on est aussi dans cette contradiction à d'autres endroits. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait écho, Ouais. ouais, comment est-ce qu'on peut conjuguer tout ça? Et c'est encore une fois cette confrontation entre le matériel, le physique, le tangible et le spirituel et l'invisible et cette, dualité qui nous constitue tous et Oui, comment oui. est-ce qu'on dialogue Je avec crois ça? que c'est une tension constante et je ne sais pas si on pourra en sortir. Cette tension continue et on le voit depuis au moins, plusieurs siècles et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est juste héritage de ça. Est-ce qu'on arrive au bout d'une grande révolution et de quelque chose qui doit révolutionner, changer, et effectivement, est-ce que cette voie-là nous permettra de sortir des ornières dans lesquelles on s'est mis, quoi? C'est ça, de repenser le système. Il faut repenser le système, clairement, sinon, bah, merci Merci Stéphanie. Annabelle pour cet échange super riche. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'était fascinant. Voilà, je suis vraiment pleine de gratitude pour, avoir, pu discuter avec vous. Donc voilà, Les Voix invisibles, vous pouvez le trouver chez votre libraire, n'importe où. C'est un livre sublime, qui est très accessible, je trouve, franchement, ça aussi, il faut le dire, qui est, aussi magnifiquement, voilà, mis en page. Il y a effectivement des images d'archives à la fin, donc on peut vraiment c'est palpable, voir aussi les écrits de ces femmes. On a aussi leurs portraits, leur écriture. On voit pas bien Non. là, mais voilà, on voit. Donc je vous recommande chaudement d'aller vous le procurer, de faire cette lecture et de repenser un petit peu justement, ce sujet. Je vous dis à bientôt. J'espère vous Avec réinviter un jour. plaisir. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger et d'avoir c'était super riche et tellement intéressant et c'est trop bien de pouvoir parler de l'invisible sous toutes ses formes. Super, merci beaucoup Stéphanie. Merci. Au Au revoir. revoir.